Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes pour cette émission, c'est comme d'habitude, c'est l'incommensurable Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Écoute, ça va bien. La rentrée est arrivée, la fin des vacances. Fini les vacances. Voilà, fini les vacances. Mais du coup, ça s'est bien passé, donc je suis plutôt content. Et je suis surtout très content d'être là pour cette première émission consacrée aux années 70, parce que oui, et c'est le thème du jour. Ça y est, on s'est téléporté dans les années 70. Alors d'abord, on va juste dire un petit mot. D'abord pour vous rappeler que entre les années 90 et les années 70, on a quand même décidé de faire un petit épisode filler. Tout à fait. Un mini-zode qui en fait a fait 1 heure quand même. Consacré à Tom Cruise. Et c'est la suite, plutôt à Mission Impossible, et c'est la suite de After Eight, où tu étais invité, où nous avons parlé de Tom Cruise pendant très longtemps. Voilà, donc si jamais vous aimez Tom Cruise, écoutez, simplement After Eight, et puis ensuite, Super Ciné Battle spécial Mission Impossible, c'est la totale. Et si vous n'aimez pas aussi, parce qu'on est aussi un peu critique aussi. Oui, c'est vrai, puis de toute façon, on est tellement bien écouté que, quel que soit le sujet, on est passionnant. Putain. On va voir ce que tu veux sur les années 70. Parce que putain, tu mets la barre assez... Ah, il va y avoir du montage, je le sens. On verra. Ça me prend du temps en plus, parce que la dernière fois, c'était un épisode vraiment de 2 heures et tout, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ah, c'est un épisode épique, ouais. Ouais, donc... un season final, hein. C'est un season final. Donc là, on va commencer. Mais attention, j'ai préparé quand même des petites listes... que vous nous avez envoyé. Alors, il faut que je vous remercie, parce que vos listes, il y en a vraiment des géniales. C'est vrai qu'avec les années 80, c'était la période rodage. Les années 90, on vous sentait chaud. Là, putain, c'est vraiment cinéphile, c'est ingénieux, c'est drôle. Vraiment, je me marre vraiment à chaque fois que j'ai une seule de vos listes. Et il y en a, j'en ai vraiment une vingtaine par jour, quoi, littéralement. Et en même temps, parfois, on va lancer des petits appels sur des choses qu'il n'y a pas. Mais franchement, je les trouve beaucoup, beaucoup plus variés que ce qu'on avait dans les années 80. Donc, on vous remercie. Puis, je pense qu'on va pouvoir commencer en rappelant juste comment on nous envoie ces listes. Pour les faire parvenir, c'est simple. C'est 3 films par liste. Et j'insiste parce qu'il y a encore des gens qui nous envoient genre 10 films. Non, ça marche pas. 10 films par liste, c'est je fais oups. 3 films par liste, un titre parce que c'est pas mal, ça peut faire rire monsieur Stéphane Boulet à l'autre côté du poste. Vous les envoyez à supercinébattle@gmail.com. Et puis on vous remercie. S'il y a des doublons, on les zappe. Et donc on couvre la période qui va de 1970 à 1979, qui est peut-être la meilleure période du cinéma oui, de tous les temps. De toute façon, surtout pour les gens de notre génération, tout le cinéma qu'on a aimé dans les années 80-90, il n'aurait jamais été fait sans ce qui a été fait dans les années 70. C'est en tout cas le cinéma américain, hollywoodien, puis même le cinéma japonais, il y a tellement de trucs qui s'est fait, tellement de trucs partout. C'est une décennie de folie furieuse, quoi. Alors ça va être dur de trouver des worst, mais il y en a. Hein. Ah bon, on a planché dessus pour quand même. Alors voilà les 2 films, puisque vous connaissez, c'est la tradition. On fait 2 films barème, 2 films, un bon, un mauvais, qui permettent un peu de jauger les films. Alors pour le bon film, on a choisi French Connection. Eh oui, William Friedkin qui nous filme la lutte de Popeye Doyle, joué par Gene Hackman, un flic plus que persévérant et badass, qui en fait traque les trafiquants de drogue d'origine française, parce que figure-toi, le méchant est français dans ce film-là, et c'est un polar vraiment coup de poing des années 70, parce que t'as à la fois le côté très rugueux des personnages, de la narration, de Gene Hackman, il y a Roy Schneider. Roy Schneider, exactement, qui est impeccable. C'est Roy Schneider en même temps. T'as à la fois ce côté très rugueux, même dans la mise en image, c'est-à-dire que c'est vraiment, t'as vraiment un côté très nerveux, très
très très vivant, etc. Très âpre. Très âpre, voilà, exactement. Et à la fois, c'est là tout le génie des années 70, c'est à la fois un vrai travail de pure mise en scène entièrement cinématographique, c'est-à-dire que c'est pas le côté, ouais, on fait du réaliste parce que c'est vrai, on fait du réaliste parce que ça sert un projet de cinéma et ça fait un film, enfin vraiment un polar coup de poing comme on en connaît peu, quoi. Et il y a aussi un truc à ajouter, c'est que il y a une scène épique qui est connue, c'est la scène de la course-poursuite. La course-poursuite du métro aérien, voilà, entre la voiture en bas, le métro au-dessus, qui se finit d'ailleurs avec une scène qui avait fait scandale à l'époque, de ce flic prêt à tout, même à tirer sur un type dans le dos, à tel point que ça avait servi d'ailleurs d'affiche pour le film à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, ça a fait un énorme scandale, etc. Mais justement, c'était aussi ce moment-là où on sortait, tu vois, on commençait à être dans les retombées du Vietnam, dans la désillusion de l'Amérique. Les hippies, c'était fini, on avait vu que ça n'avait pas marché. C'était pas encore la dynastie du fric qu'a été les années 80. Enfin, c'était vraiment la période de remise en question et où finalement tout était un peu cracra, un peu pourri, etc., un peu rude. Et voilà, et ce film-là, il retranscrit vraiment ça, quoi. Et on l'a choisi aussi parce que c'est à la fois un très grand film, il y a aucun doute là-dessus, et en même temps, je vois environ 30 films qui pourraient être au-dessus. Bah, c'est un peu le paradoxe des années 70, mais on y reviendra dessus, c'est que c'est riche, quoi. Ce film-là, effectivement, on en a discuté, on pense pas qu'il va finir dans le top 10, peut-être même pas dans le top 20. Ah, je pense que même dans le top 30, ça va être compliqué parce que je vois les listes et je fais « Ah merde !» Mais ça veut pas dire que c'est pas un chef-d'œuvre pour autant, et ce sera tout le paradoxe. On va parler, je pense, d'énormément de très grands films. Voilà, quoi. Et est-ce qu'il est pas ressorti d'ailleurs en version remasterisée, c'est l'année dernière, je crois? Alors, c'est possible, mais tu sais, par chez moi, les versions remasterisées, c'est pas vraiment le truc qui court les... Il est ressorti en remasterisé, approved by the director. Et donc il a donné plein de séries d'interviews à l'occasion de cette ressortie. Il réexpliquait les anecdotes comme quoi la course poursuite elle était pas autorisée. Ils l'ont fait à moitié en loose day. Il y a aussi une anecdote qui revient assez souvent, c'est le personnage de Fernando Rey, tu sais, qui joue le français fait, ouais. D'ailleurs, un espagnol qui joue le français. Et en fait c'est un gros malentendu parce qu'en fait Friedkin avait vu Belle de jour de Buñuel. Et en fait, il a dit ouais, je veux ce mec-là espagnol qui, tu vois. Il a dit je veux celui-là, sauf qu'il y en avait deux dans la liste et en fait, il voulait Rabal. Du coup, il s'est retrouvé avec un autre acteur et puis ils se sont dit bon bah ça va faire avec et puis voilà quoi. C'est parfois les hasards. Oui. Gene Hackman devait pas faire le film normalement. En général, c'était John Wayne, c'était ce genre de grands acteurs qui étaient attachés à ce genre de projet quoi. Et en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu peux pas revoir ce film en disant ça peut être quelqu'un d'autre que Gene Hackman. Non, c'est son plus grand, c'est peut-être un de ses plus grands rôles, quoi. Il est tellement intense dedans. Enfin, je veux dire, il est parfait, il est incroyable, quoi. Il bouffe la pellicule littéralement, quoi. Donc, French Connection est premier film des années 70. C'est une place méritée pour l'instant. Et alors, on a choisi en worst of. C'était un peu compliqué, hein. Parce oui, c'était compliqué, ouais. On se disait merde, quel film est indéniablement pourri. Et alors là, c'est là qu'a germé le genre de fil en aiguille. Je pensais à Tim Burton et je me disais quel est le plus mauvais Tim Burton. Et vous l'avez deviné, c'est sans doute La Planète des singes. Ouais, on s'est dit putain, mais il y en a tellement de mauvais de Planète des singes. Et donc on a pensé à La Bataille de la Planète des singes. Voilà, la bataille de J. Lee Thompson. Voilà, c'est le dernier. Enfin, à l'époque, c'était le cinquième, je crois. Le cinquième et dernier de la série de films de l'époque, hein, parce que depuis effectivement il y a eu Tim Burton, puis c'était Reboot récemment, etc. Et voilà, exactement. Et en fait, Bataille de la Planète des singes, c'est comment dire, c'est compliqué. En fait, le ver est dans le fruit dès le troisième film. Parce que je sais pas si tu te rappelles, dans le troisième film, en fait, on t'explique que les singes deviennent évoluer parce que il y a un singe du futur qui revient dans le passé. Enfin, dès que t'essayes d'expliquer quelque chose, c'est toujours genre tu regardes la planète des singes. T'en as rien à foutre de savoir comment est-ce qu'ils sont devenus. Enfin, genre, c'est un postulat et c'est un postulat symbolique en plus. Toute la force du film, c'est que c'est symbolique. La fin suffit à comprendre toute la symbolique du film et ça suffisait. Et non, là, les mecs, déjà, ils commencent à expliquer des trucs dont t'en as rien à foutre et qui pètent toute la symbolique. C'est un peu les midi-chloriens de la planète des singes, quoi. C'est un peu ça. Et ils s'enfoncent au fur et à mesure des trucs jusqu'à arriver au 5. Ah, mais là, je crois qu'on a le titre de l'épisode. Les midi-chloriens de la planète des singes. Putain, ça sonne bien, hein. Et genre c'est un film en fait, donc ça se passe plusieurs années après la Révolution et César, donc le leader des singes,
et essaie de comment dire de créer une espèce de campement, tu sais, où les humains sont tolérés mais pas trop, puis il ménage la politique avec les gorilles, tout ça. Enfin bref, il y a tout un embroglio dont on n'a rien à battre et qui prend 45 minutes. Je crois que c'est ce qui manquait vraiment à la planète des singes, c'est de la politique, quoi. Et au bout d'un moment, il tombe sur des humains mutants qui décident finalement d'aller envahir le campement des singes, et t'es censé avoir une espèce de gigantesque bataille finale, sauf que c'est digne d'un trauma. C'est-à-dire que la gigantesque bataille, c'est 4 plans tremblotants filmés en loose day parce que les mecs ils avaient pas de budget, pas de chorégraphie, c'est pas ce qu'ils faisaient. Enfin c'est mou, c'est super chiant. Et puis surtout, tu finis le film, t'as pas compris à quoi il servait. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que la fin, qui sert à rien. C'est le statu quo. La fin, c'est le début du film et inversement. Du coup, ok. Voilà. C'est genre pourquoi démolir parce que le premier est vraiment très bon. Pourquoi s'entêter à démolir encore plus une licence qui n'avait pas besoin, quoi, s'il vous plaît, merde. C'est ça le gros problème, c'est que on partait de tellement haut avec Charlton et tout ça pour tomber aussi bas, quoi. En plus, je sais plus, j'avais lu les chiffres, mais ils ont genre un budget qui est 4 fois inférieur au film original, alors que le film original date de 69 quand même. Donc ouais. Et en plus, ils avaient tourné, genre, il est tourné à la chaîne, à la suite, oui. Pour être sûr de maximiser les décors, pour garder les budgets. Et c'était vraiment pour la thune. Alors, j'ai rien contre les films pour la thune. Attends, on l'a déjà assez évoqué dans les années 80-90. Mais là, vraiment, c'était genre, il fallait s'arrêter. Fallait s'arrêter. Et donc, fallait s'arrêter entre, donc la bataille de la planète des singes et le dernier film des années 70. Voilà. Et on vous dit un peu bon courage pour trouver un film sincèrement plus mauvais. Parce je vois des films qui pourraient être plus mauvais, mais celui-là est vraiment, il est vraiment le bas du peloton, quoi. On verra bien. Je pense pas qu'il y en aura dans cet épisode. Et maintenant, on passe tout de suite à vos listes. Et on va passer à la liste d'Arnaud Cogez. Bonjour Arnaud et merci pour ta liste. Et cette liste s'appelle Degen Coyote. Oh, Degen Coyote. Et on va commencer par un film qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui est Mon nom est personne. Ah, Mon nom est personne. C'est une co-réalisation, c'est vite dit parce que en fait c'est une coprode franco-italo-allemande. Oui, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. De toute façon, le western spaghetti d'une manière générale a été généralement des coproductions européennes. Et c'est plutôt italien, quoi. C'est réalisé par Tonino Valeiri et en fait, il s'est passé un petit souci, c'est qu'en fait, il s'est un peu disputé avec le scénariste de son film, qui n'est autre que Sergio Leone, et en fait, Sergio Leone a plus ou moins repris la main sur ce film, donc ça fait un film un peu bâtard, en fait. Parce que, du coup, il y a des scènes qui ont été tournées par Leone contre l'avis de Valeiri, et inversement, donc voilà, c'était pas un tournage qui était forcément très très sain, très très sain de ce point de vue-là, quoi. Et c'est un film qui est assez particulier, parce que c'est une espèce de simili-parodie du western italien avec Terence Hill, en fait. Et ça reprend le grand classique du mec sans nom et qui vient un peu save the day. Voilà, sauf que c'est un bouffon, c'est-à-dire que c'est plus Clint Eastwood, etc. Il fait des blagues, il s'amuse enfin, t'as des blagues pipi caca, t'as des trucs, t'as un côté très fantoche, en fait. C'est très pipi caca, ouais. Ouais, très très pipi caca. Et ce qui est drôle, moi, c'est que j'adore le personnage de Henry Fonda, qui est donc une vieille légende de l'Ouest, qui s'appelle quand même Jack Beauregard. Et ça, c'est quand même énorme, quoi. Et personne est joué par Terence Hill et du coup ça donne tout de suite un petit goût Trinita, tu vois, enfin il est habillé pareil, enfin c'est c'est vraiment ça. Et d'ailleurs c'est marrant, t'as une espèce de t'as une superposition de justement du style Trinita et du style plus sérieux à la Leone qui fonctionne parfois. Alors, moi je trouve que ça fonctionne pas toujours, mais il y a des moments ça fonctionne bien et du coup c'est assez particulier, surtout quand t'as suivi un peu l'évolution du western spaghetti, quoi. Et je pense qu'on ne peut pas faire le tour de ce film sans parler de la musique tout à fait. De Ennio Morricone, qui est sans doute... moi, je vais le dire, c'est un de mes trucs préférés, quoi. C'est vraiment l'air de ce film, On n'aurait personne. Je le trouve extraordinaire, quoi. Tu sens que là aussi, il s'est fait plaisir. C'est qu'à un moment donné, il pouvait sortir... parce que Morricone, il a fait des chefs-d'œuvre, mais il a aussi fait des trucs à la chaîne pour des dizaines et des dizaines de westerns. On lui demandait à chaque fois la même chose. Et là, tu sens qu'à un moment donné, il a compris le projet et qu'il se lâche aussi, quoi. Et c'est marrant, effectivement, et ça reste vachement vite en tête. Et bon, alors, faut dire un truc aussi à nos auditeurs, c'est que là, on attaque des films où on n'était pas né. Et donc, c'est vraiment basé sur notre pure cinéphilie. Et je dois dire un truc, c'est que j'ai découvert la plupart de ces films en VF avec, en regardant sur FR3, genre la dernière séance avec
Avec Eddie Mitchell. Avec Eddie Mitchell. Meilleure émission de télé jamais, au passage. Ah putain, quelle grande émission, quoi. À chaque fois, il y avait toujours la même blonde, un peu ahurie à côté de qui était assis, et il se tournait vers elle et lui disait, alors, c'est là que John Wayne, il était engagé. Et la blonde, elle le regarde, mais genre, comme une, la bouche en cul de poule, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'il dit, le vieux? Oui, c'est vraiment, oui, vraiment, tu sentais qu'Eddie Mitchell, il mettait des belles pépées autour de lui qui entravaient rien au cinéma. Et il faut dire on restait là, on regardait cette émission pour avoir le fameux intermède Tex Avery au milieu. Exactement. Qui était un peu le signe où il fallait se coucher, hein, pour nous. C'est ça, voilà. Sauf qu'on se couchait jamais vraiment, hein. On se relevait toujours. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Désolé, papa, si tu découvres ça en écoutant l'émission, mais... Et donc, on les découvre en VF, et donc, du coup, moi, j'ai beaucoup les voix VF dans ma tête. Et il y en a une en particulier qui me revient, et j'aurais presque pu le dire dans le précédent film dans le film, dans French Connection, il était aussi. Il y a Henry Djanik, la voix d'Henry Djanik, qui est si caractéristique, et elle a fait mon enfance. Et si vous la remettez pas, pensez au Chevalier du Phénix dans les Chevaliers du Zodiac. C'est Henry Djanik. Pensez à la voix de Megatron. Tu vois, c'est vraiment les voix de mon enfance, c'est Henry Djanik, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, où est-ce qu'on va classer ce film? Pour moi, c'est un film plus important que French Connection parce que j'ai vraiment j'y attache vraiment, c'est vraiment un amour du cinoche, quoi. Et j'adore ce film. Bah, pour moi, non, parce que, comme dit, il y a, en fait, le problème, c'est qu'à le revoir, moi, il y a, allez, on va dire un bon tiers des scènes que je trouve qui tombent vraiment à l'eau, en fait, et que je trouve qui fonctionne pas, en fait. Et c'est un film, en fait, qui ont peut-être été tournés par Sergio Leone, attention. Oui, non, ah oui, bien sûr. Ça, en plus. Et pour le coup, alors je suis un grand fan de Sergio Leone, hein, quiconque me connaît, c'est bien. Et je pense même pas que c'est la faute de Tony Valéry. Je pense que pour le coup, le rôle du con sur cette production, c'était Sergio Leone, et que c'est lui qui a sans doute fait peut-être les pires scènes du film. Mais je trouve que ça se ressent quand même dans le film, et c'est un film que moi j'ai un plaisir assez étrange à regarder. J'aime bien, mais à petite dose, en fait. Écoute, moi j'adore ce film, je le défendrai. Et pourquoi je voulais que ce film soit le premier dont on parle dans cette super ciné battle des années 70, c'est un film qui se termine avec un doigt dans le cul. Oui, notamment. Je le mets au-dessus de French Connection pour moi. Ah, moi je mets en dessous. Comment est-ce qu'on fait? Alors, comment on fait? On va pas se battre dès le début, quand même. Bah si. On fait un duel. On fait un duel dès le début. Putain, donne-le-moi, quoi. Et tu sais qu'il va y avoir plein d'autres films au-dessus. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que la place aujourd'hui, numéro 1... il va y avoir 15 films au-dessus de celui-là. Ouais, mais la place numéro 1, je trouve ça trop symbolique, tu vois. Ouais, mais tu sais qu'il va pas le rester, quoi. Oui, mais même, je trouve ça trop symbolique pour qu'il n'y ait pas consensus, tu vois, il y a un truc bizarre, tu vois. Oh, tu m'agaces. Je sais. Non, on va pas se battre sur mon nom et personne. Donne-le-moi, c'est tout. la stratégie Daniel. C'est Homérix comme film. Oui, mais je trouve pas tant que ça, justement. Je trouve un film sympathique. Pour toi, ça manque un peu de Clint Eastwood. Bah, pour moi, ça manque de constance. En fait, c'est un film que j'aime bien regarder, qui est sympathique, mais je trouve, honnêtement, au final, il y a peu de scènes qui m'ont marqué. Je te dis, si tu le revois aujourd'hui avec des nouveaux yeux, tu vas trouver plein de trucs. Alors, le truc, c'est que je l'ai revu, je sais plus, il y a 1 an ou 2, justement. Et c'est justement en le revoyant que je me suis dit, mais en fait, oui, mais sans plus. Enfin, c'est bizarre, j'ai de l'affection, c'est un feeling, mais c'est pas un truc... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, il manque un truc qui m'accroche définitivement au siège, quoi. Ah, putain. Un film qui finit sur un doigt dans le cul, quoi. Bon, alors on le met second, alors? Ouais, on peut le mettre comme tu veux, écoute. Je vois que ça te tient à cœur, après tu vas me le reprocher, mais si je te donne ça, il va falloir être très gentil avec moi après, Daniel. Ah, ok, je te le dis après, mais après, s'il y a que des films que tu aimes après, hein, putain. Non, mais vas-y, mets le premier. Eh ben, écoute, ça y est, nouveau numéro 1, mon nom est personne, qui est le premier, alors je pense qu'il va pas le rester longtemps, mais qui est pour l'instant le premier film des années 70. Alors, le film suivant de la liste d'Arnaud, c'est L'homme des hautes plaines. Ah bah putain, bah voilà, là on est de suite dans une autre catégorie, quoi. Ah ouais, là écoute, je veux bien t'accorder. Là par contre on est dans le très très grand film. Pour moi c'est peut-être mais l'un des 2-3 meilleurs films réalisés par Clint Eastwood. C'est un film, en fait, attends, là je veux que tu te mouilles. C'est quoi les autres pour toi? Il y a Unforgiven.
Il y a Unforgiven. Mais il y avait enfin Unforgiven, donc tu vois, ça, c'est le numéro 2. Voilà, moi j'ai Honky Tonk Man que je trouve extraordinaire. Ah oui, je peux comprendre. C'est moins macabre, mais je peux comprendre. C'est plus Eastwoodien, c'est de l'Eastwoodien tardif dans son style. Oui, c'est ce qu'il ferait aujourd'hui dans les années 90, quoi, les années 2000, quoi. Oui, non, mais effectivement, oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est peut-être plus le Eastwoodien qui s'affranchit de ses modèles, parce que là, il s'affranchit pas de ses modèles, mais en plus... Ah non, là, dans Les Hommes des Hautes Plaines, il est pour une poignée de dollars, c'est le melting pot de Sergio Leone, quoi. Alors, c'est la rencontre de Sergio Leone et le réalisateur de Dirty Harry. C'est Don Siegel. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est vraiment la symbiose parfaite des deux réalisateurs qui l'ont le plus influencé à jamais, c'est-à-dire Sergio Leone, oui, mais aussi Don Siegel, c'est-à-dire que tu as vraiment la composante des deux dans le style que tu retrouves, et c'est vraiment Clint Eastwood qui a conscience qu'il doit toute sa carrière à ces deux hommes et qui leur rend un hommage flamboyant avec ce film-là. L'histoire, rien que l'histoire, c'est un type qui débarque dans une ville abandonnée de l'Ouest au bord d'un lac, et qui en gros va devenir un véritable tyran. C'est-à-dire que il arrive, le premier truc qu'il fait, il tue des mecs, il viole une nana, il s'impose dans le bar et il prend le pouvoir. Voilà. C'est le début du film et tu fais ok, où est-ce que ça va aller? Et c'est un film en fait qui s'enfonce petit à petit enfin, c'est super glauque, super noir, et en fait ce que ça traite finalement, c'est la bassesse des communautés, des gens. Il y a un côté le passage à la loupe des médiocres et de la peur, des lâches, etc. Enfin, t'as un truc, c'est super vénère, c'est super déstabilisant. C'est vraiment un film très particulier, mais que je trouve hyper intense, quoi. Et anecdote, c'est le scénario a été écrit par Ernest Tidyman qui a signé celui de French Connection juste avant, quoi. Ah bah voilà, comme quoi, tu vois. C'était aussi l'époque des grands scénaristes, remarque, les années 70. Hein. C'est un peu le film de la fin pour lui, en le sens où sa stature d'icône du western spaghetti, c'est un peu son... Bah, c'est plus crépusculaire que ce film-là, tu fais pas. Enfin, c'est une littérale évocation de l'enfer et de la mort de l'Ouest, parce qu'en fait, enfin, il y a pas de héros. Littéralement, il y a pas de héros. Le seul héros du film, c'est un personnage que tu ne vois pas parce qu'il est mort déjà avant, dont tu as seulement une trace, et la seule scène où tu le vois, il se fait tuer à coups de fouet. Donc c'est vraiment plus crépusculaire que ça, tu ne peux pas faire, quoi. Et puis il y a des histoires de fantômes, tu vois. Enfin, tout à fait, oui. C'est spooky, quoi. Quand même. Oui, c'est la limite du fantastique à certains moments. C'est ça qui est d'absolument fou aussi. Et c'est un film qui a eu ses détracteurs, puisque genre John Wayne, enfin tous les tenanciers du western classico voyaient une nouvelle vague de films arriver, dont celui-là, et enfin ils étaient complètement déboussolés par ce style, quoi. Ah oui, bien sûr. À la fois, enfin genre c'était plus une métaphore, c'était quelque chose d'autre, quoi. C'était vraiment un truc beaucoup plus violent, je dirais. Ah oui, bien sûr, c'est très violent, et ça vise justement le malaise, etc. Enfin, c'est la fin de la conquête de l'Ouest, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire la fin des illusions. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est avec la période aussi. Hein, c'était vraiment la période d'instabilité, d'insécurité des États-Unis. Et puis ce film-là, enfin, c'est ça, quoi. Ça traduit vraiment ce sentiment à l'échelle de l'Ouest. Et pour lui, c'était vraiment le bon film au bon moment. Ah oui, et encore une fois, un héros sans nom. Encore une fois, un héros sans nom, ouais, tout à fait. Ouais. Ça devient le leitmotiv Ronin, tu vois. Enfin, encore un héros. Voilà, un protagoniste, on va dire. Exactement, c'est plus juste. C'est simple, je te l'ai mis déjà en premier, il n'y a même pas besoin de lutter. Je savais. Oui, non, mais... Maintenant, le problème, c'est le troisième film de la liste d'Arnaud, c'est l'Inspecteur Harry. Ah bah putain, à savoir Dirty Harry, quoi. Allez, on commence, c'est compliqué, on commence très très fort. Hein. T'as la vache, quoi. Les cartouches qu'on tire dès le début. Et alors, les cartouches qu'on tire dès le début, mais est-ce qu'il reste encore des balles dans ton gun? Do you feel lucky, punk? C'est exactement ça. C'est donc une quote du film de Dirty Harry. Dirty Harry en VO, Inspecteur Harry. Inspecteur Harry, ouais. Et bah voilà, Don Siegel, j'en parlais juste avant, réalisateur que j'aime énormément, surtout dans ces années-là, les années 60-70, il a fait des films que je trouve extraordinaires. C'est le mec qui a pour moi le plus incarné la sécheresse au cinéma, c'est-à-dire qu'il a un style très percutant, très direct,
Et très froid, moi, oui. j'ai envie de dire. Oui. Il y a très très peu de chaleur dans la. Exactement, il y a la un côté... chromo. Genre, ça se passe à San Francisco. À San Francisco, mais c'est un San Francisco qui est métallique, quoi. Il est. Exactement. Bah, d'ailleurs, c'était au moment du tueur du Zodiac, et le film est clairement inspiré de la paranoïa qu'inspirait le tueur du Zodiac à San Francisco à ce moment-là. Et justement, le film fait cette analyse justement du système américain où la seule force de police qui réussit à faire quelque chose, bah, c'est un fasciste, tout simplement. Voilà, c'est un fasciste incarné par Clint Eastwood et qui est, enfin, il trouve l'un des rôles de sa vie. Je veux dire, comme tu l'as dit, les punchlines sont extraordinaires. Enfin, je veux dire, elles ont marqué des générations et des générations de cinéphiles. C'est à la fois, comme on a dit, très rugueux, mais à la fois très stylisé. C'est-à-dire que le style de Harry est vraiment très travaillé entre son flingue, son attitude, ses fringues, etc. Enfin, il y a un côté très chargé. Ces fringues, d'ailleurs, tu m'en parles des fringues. Elles ont été designées par le mec qui faisait Rawhide, qui avec Clint Eastwood, qui a déjà fait le design des vêtements de Clint. Et là, ils ont essayé de faire le truc le plus Loki, un peu déjà passé de mode, oui, tu sais, avec les patchs jaunes et tout, et pour faire le mec un peu pas bouseux, mais le mec qui en a rien à branler de son apparence physique, qui est uniquement focalisé sur sa mission, à savoir exterminer le méchant, quoi. Exactement. Oui, puis t'as ce côté aussi, et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi, t'as ce côté aussi vrai flic, entre guillemets, parce que justement ce type il est fringué avec un costard où tu vois littéralement qu'il a coûté $20, quoi. Et ça participe aussi au côté là, c'est nouveau, c'est un anti-héros, c'est-à-dire que il est du côté de la loi, mais le type il applique des méthodes qui sont pas forcément très recommandables non plus, quoi. C'était la période des anti-héros des années 70. Voilà, c'était oui, enfin voilà, c'est très très grand film, c'est un film que j'adore, enfin Dirty Harry, c'est un film que je peux pas me lasser de voir. Puis comment je peux parler de Dirty Harry sans parler de la musique de Lalo Schifrin, quoi. C'est impossible. Il y a un truc, il y a un truc avec le côté métallique, quoi. Ça. C'est très jazzy et c'est très unique. Enfin, c'est un de mes compositeurs préférés, Lalo Schifrin. Et ce qu'il fait sur Dirty Harry, c'est assez bizarre parce qu'il y a un côté très animal aussi dans l'utilisation des voix. Enfin, il y a un truc angoissant, en fait. Tu sais, tout est en filigrane, c'est-à-dire que tu sens que il y a une espèce de malaise persistant tout le long du film, à peu près tous les niveaux. Et tu te souviens de cette scène où le mec il va se suicider et Harry il l'empêche de se suicider, mais en lui disant bah, vas-y connard. Voilà, exactement, quoi. Voilà, c'est un peu ce niveau-là, quoi. C'est pas un feel good movie. Non, c'est pas du tout un feel good movie, quoi. Mais c'était pas la période, de toute façon. Ouais. Et ouais, bah écoute, bah vas-y, tire ta balle. Ah putain, moi tu me demandes. Attends, c'est comme si tu me demandes de choisir entre mes enfants là. Tu te rends compte de ça? Ouais, mais moi je sais que tu as la force en toi. Alors moi, honnêtement, je mets quand même Dirty Harry premier, quoi. C'est vrai, au-dessus de l'homme des plaines? Ouais, au-dessus de l'homme des plaines. Ouais, ok, d'accord. Oui, parce que aussi je regarde le plaisir que j'ai et je préfère regarder Dirty Harry. Ouais, parce qu'en plus, Dirty Harry, t'as un truc. T'as un côté cynique et un peu décalé aussi par moment. Enfin, t'as tout un tas de scènes où t'as une espèce de. Alors, on va pas dire que c'est de l'humour, les enfants, mais j'espère qu'il n'y a pas d'enfants. Surtout, en plus, tu sais, j'avais oublié de cliquer sur le truc qu'on est, tu sais, qu'on dit les gros mots, tu vois, sur iTunes, et j'avais oublié de l'appuyer et Quix m'a dit putain, mais t'oublies toujours. Et c'est vrai, mais on s'adresse pas à un public d'enfants. Non, pas du tout. Mais il y a un côté, oui, un peu cynique, un peu ironique parfois aussi dans Dirty Harry, qui est assez étrange, mais qui, moi j'aime bien, que je trouve qu'il fonctionne super bien, quoi. Oh là là, mais alors donc Dirty Harry premier, mais quelle liste. Est-ce qu'on peut faire le point? Dirty Harry premier, l'homme des hautes plaines deuxième, mon nom est personne troisième, quatrième French Connection. On n'a jamais vu un numéro 1 dégringoler aussi vite, hein. Putain. Bon, allez. Et attention, prépare-toi parce que ça va être méchant la suite. Putain, c'est pas fini. Alors on remercie Arnaud pour sa excellente liste. Forcément, merci, oui. Et maintenant, on va prendre la liste de Gérald, alias Belga. Eh ben, merci Belga, alias Gérald, ou l'inverse. Et qui nous envoie une liste qui s'appelle Boire ou conduire, ils ont choisi. J'espère qu'ils ont choisi de boire. Et alors, le premier film de sa liste est Le Convoi de la peur. Oh ben, non mais... Alors, c'est pas mon anniversaire, mais merci de tous ces cadeaux, les gens. Voilà.
qui est de William Friedkin. William Friedkin, qui est un remake. C'est son émission, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, quoi. C'est un remake du Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot avec Yves Montand. Mais déjà adapté d'un bouquin. Voilà, et le film de Clouzot est un chef-d'œuvre, vraiment, il est extraordinaire. Et le remake de Friedkin est un remake parfait au sens où il reprend les bases, etc. Voilà, mais il fait pas le même film, pas de la même façon, pas avec les mêmes thèmes, etc. Et il offre une variation finalement sur le même principe qui est, à mon sens, pratiquement aussi bonne que celle de Clouzot, quoi. Et l'histoire, vite fait, c'est en gros, c'est, je crois, une exploitation pétrolière qui a un souci sur un puits et qui est en fait le seul moyen d'éteindre le feu et de perdre, parce que justement c'est précisé plusieurs fois et c'est aussi ça le sens du film, c'est qu'ils perdent des millions de dollars par jour et il faut éteindre le feu. Le seul moyen d'éteindre le feu, c'est de souffler la nitroglycérine. Et il faut transporter la nitroglycérine. Manque de bol, c'est en plein milieu de la jungle et du coup, ils demandent à des chauffeurs de camions de faire l'impossible, c'est-à-dire d'amener la nitroglycérine suffisamment vite parce qu'ils perdent de l'argent, mais suffisamment lentement pour pas que ça pète, jusqu'au puits. Et les chauffeurs, c'est les pires raclures de l'humanité, tout simplement. C'est vraiment une galerie de salopards géniaux qui se lancent dans cette course à la mort, pratiquement sans... Les mecs, ils ont même pas de raison de vivre, ils font ça parce que c'est le seul truc qu'ils peuvent faire et qui leur apporte de l'argent, quoi. Bah écoute, encore une fois, c'est Roy Scheider Voilà, Roy Scheider. Qui se défoue. Bruno Kremer aussi. Bruno Kremer qu'on n'attendait pas à tel niveau, en fait. Oui. En plus, et Francisco Rabal qui avait loupé le coche pour French Connection, qui ce coup-ci il a eu son SMS. Et c'est marrant parce que c'est un film maudit dans le sens où les gens aujourd'hui, vous ne savez pas la chance que vous avez de le voir dans l'état où il est, parce que moi à l'époque où je l'ai découvert, la version telle que Friedkin l'avait tournée, montée, etc. n'existait pas. Ils avaient perdu les rushs, ils avaient eu un problème sur le tournage. Enfin, les types, ils ont eu un tournage complètement chaotique. Il faut dire que Friedkin, il s'est dit, bon, on va faire un film avec des camions dans la jungle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans la jungle avec des camions, mais genre pas la jungle à côté de la ville, hein. Les mecs, ils sont partis au fin fond de la jungle, ils se sont chopés des maladies pas possibles, ils ont des conditions épouvantables, la moitié des techniciens ils ont fabriqué des ponts. Ils ont fabriqué des ponts, et oui, il y a sa fameuse scène du pont qui est hallucinante. Enfin, désolé Indiana Jones 2, mais c'est la plus grande scène de pont de l'histoire du cinéma. C'est quand même dans ce film-là où justement ils doivent traverser un pont sous la tempête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez la scène qui dure super longtemps, enfin c'est un suspense vraiment fou, quoi. C'est magnifique. Les mecs, en fait, c'est pas du studio, hein, c'est pas des ventilos, etc. Ils avaient vraiment la tempête dans la gueule et Friedkin a fait faites avancer le camion. Et tu vois les acteurs sur le pont avec le truc qui crée brinque-balle de tout le côté avec le camion. Enfin c'est incroyable. Enfin c'est à l'image, le rendu est extraordinaire. Et comme la musique d'ailleurs de Sid et Tangerine Dream, qui est une musique. Enfin, je vous recommande vraiment, si vous connaissez pas le score de ce film-là par Tangerine Dream, écoutez-le. C'est fabuleux aussi, quoi. Et on peut dire que ce film a été pénalisé en fait, surtout par ses acteurs en fait, parce que tu sens que Friedkin avait voulu avoir des. Normalement Steve McQueen devait avoir le rôle. Tiens, tu savais que Steve McQueen était aussi pressenti pour Dirty Harry ? Oui, je savais, oui. Ouais, et genre il a fait non, trop à droite. Et puis ensuite ils ont demandé à Paul Newman, il a fait non, trop à droite. et là Steve McQueen devait jouer celui-là. Il y avait Ventura, il y avait Mastroianni, et à ce moment-là Mastroianni venait d'avoir un gamin. Je pense que c'est Cara vu l'âge. Et sa femme Catherine Deneuve, elle a fait non, moi je vais pas en Équateur. Pas moyen. Et elle a bien fait parce que ça a l'air. et donc il y a Francisco Rabal quand même, genre, et c'est, tu vois, il y a Bruno Kremer. J'ai rien contre Bruno Kremer, mais c'est pas les acteurs. Oui, c'est pas Roy Ventura. Schneider, il vient ouais. C'est pas Ventura, voilà. C'est sûr. Ça, on est d'accord, quoi. C'est pas Steve McQueen, quoi. Non, bien sûr. Mais bon, après, donc Roy Schneider, quand même. Il y a aussi un autre problème. Il y a aussi, oui, ok, mais. Et tu vois, je préfère le Roy Schneider. C'est ça qui est génial avec Roy Schneider, c'est que c'est pas une grande star de cinéma, et c'est justement ça que ça force. Bah oui. Et je préfère le Roy Schneider des années 70 que le Steve McQueen des années 70, tu vois. Dans les années 70. Sans aucun doute. Voilà, quoique, attends, il a fait des grands films aussi. Mais Roy Schneider, il passe partout, quoi. Et il y a aussi un gros problème qu'a eu ce film, c'est que je suis né une semaine avant. Et tu sais, en même temps de quel film je suis né? Non. Star Wars. Je connais pas, jamais entendu parler.
Je suis né... un film qu'on verra sans doute pas aujourd'hui. Jamais entendu parler. Sais-tu, il y a quand même 2 personnes qui nous ont courageusement envoyé Star Wars, mais pour l'instant, on se le garde pour plus tard. Mais donc voilà, il est sorti une semaine après Star Wars, et puis voilà. Ah oui, non mais voilà, c'est ce que je disais, c'est le film maudit jusqu'au bout, quoi. Parfois, il y a des moments où, voilà, on l'a vu avec The Thing. Oui, exactement. Un peu le film maudit aussi. Où est-ce qu'on va mettre le convoi de la peur, qui s'appelle Sorcerer en VO. En VO, et qui d'ailleurs le titre VO, enfin, a un sens que tu retrouves pas du tout dans la traduction française, quoi. Mais bon, bref, ça c'est les mystères. Moi personnellement, je mettrais ça. Est-ce que tu le vois au-dessus de French ou pas? Oui, moi je le vois au-dessus de French Connection. C'est un film qui est super bizarre, mais pour moi, il a une telle telle envie de faire le cinéma contre toute logique. Enfin, faut bien. C'est un film qui a techniquement, il a aucune raison d'être parce que tous les voyants sont rouges et pourtant Friedkin s'obstine à le faire, quoi. Et d'ailleurs, on a mis 25 ans à voir le film dans sa version intégrale. Donc, d'abord, c'est le film qui voulait pas. Oui, c'est un film qui sent bon et qui a été en plus un gros flop, quoi. Ah oui, un énorme flop et même un énorme flop critique, hein. Enfin, je veux dire, c'est un film que tout le monde a détesté, en partie aussi, je pense, parce que c'était un remake d'un grand classique. Enfin, t'avais aussi ce côté-là, mais quand tu le vois, il y a une telle volonté d'absolu de cinéma que c'est un truc moi à chaque fois je trouve ça transpire de la caméra dans ce film-là, quoi. Ouais. Donc, tu le vois au-dessus de French Connection. Ouais, moi je le vois au-dessus de French Connection, ouais. Écoute, 4ème. Je te laisse, mon nom et personne, va. Je comprends, mais... Merci, mais je pense que mon nom et personne, il va vite sombrer. Donc, merde, c'est quoi son nom en VF, déjà, c'est... Le convoi de la peur. Merde, le convoi de la peur. Dont le bouquin s'appelait Le salaire de la peur. Oui, le salaire de la peur, ouais. C'est effectivement Wages of Fear, Alors, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à faire descendre encore un peu nos films? Ah bah écoute, puisque nous allons... J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Oh putain. Nous allons passer à deuxième film de la liste de Belga, qui est Le Maître chinois. Ah bah oui, bah voilà. Depuis le temps... Drunken Master. Ouais, depuis le temps qu'on disait qu'on voulait du Jackie Chan, hein. Bordel. Et on a presque un des meilleurs, quoi. Et on a assurément le meilleur Jackie Chan des années 70, je pense. Oui, et en plus, ce qui est génial avec le maître chinois, donc Drunken Master, je préfère l'appeler de son titre international. Dans la liste, je préviens tout de suite, il s'appellera Drunken Master. Oui. Je ne l'ai vu que sous le nom de Drunken Master. Je suis même pas sûr que dans la VF, il s'appelle encore Dragon à l'époque, tu vois. Parce que, en général, dans tous les films de Jackie Chan, les anciens, ils s'appelaient Dragon, tu sais, avec cette voix, Dragon. et puis après, c'est Jackie. Oui, c'est Jackie. C'est toujours comme ça, avec toujours les mêmes doubleurs. Oh, putain, quelle honte, c'est de temps en temps, t'as le droit à un Chan, tu vois, au cas où. Mais c'est vrai. Mais donc voilà, tu disais, excuse-moi. Oui, le maître chinois, c'est un film d'autant plus important que c'est le film qui a révélé Jackie Chan en tant que Jackie Chan. C'est-à-dire que à l'époque, Jackie Chan, on s'en servait avant comme d'un palliatif à Bruce Lee. Il avait fait notamment, je crois que c'est la nouvelle Fureur de vaincre, pardon. C'était à l'époque où le cinéma hongkongais c'était parmi de la mort. C'était la Bruce Lee exploitation. Voilà, le cinéma hongkongais c'était. Là, j'invite à lire nos amis de Lanarland qui ont fait beaucoup là-dessus et sur les nombreux clones. D'ailleurs, dans l'émission qu'ils préparent pour Arte, il y a tout un épisode consacré à la Bruce Lee exploitation avec Bruce Lee, avec tous les faux Bruce Lee, tous les Bruce Lee en carton de merde qu'on a eu et qui finissaient par croire eux-mêmes qu'ils étaient Bruce Lee. Ah bah oui, si t'es pas persuadé de toi-même, personne va le croire à ta place, hein, ça c'est sûr. Putain, quand tu vois les coups de pied, c'est sûr. Et donc Jackie Chan, il était enfermé comme toute l'industrie d'ailleurs, qui s'était permis, parce que faut savoir que Bruce Lee est apparu et il est reparti aussi vite, quasiment. Et du coup, voilà, et boum. Et du coup, il fallait trouver absolument quelqu'un pour occuper le créneau, les fameux films de karaté, comme on disait si bien à l'époque. Et donc, ça, c'est Jackie Chan, il a fait ça pendant un moment. Et là, Drunken Master, c'est ce premier qui a réussi à imposer le style Jackie Chan, c'est-à-dire son personnage à lui. Donc, à la fois les performances martiales, c'est un artiste martial extraordinaire, Jackie Chan. Je veux dire, quiconque remet ça en question est un abruti. Et à la fois le côté potache. Qui commence à apparaître dans ce film-là avec l'utilisation justement de la boxe de l'homme sous qui permet de faire le mix entre le comique à la Buster Keaton et le film de tatane pur.
Et c'est le grand avènement aussi d'un tout nouveau style, puisque on connaissait déjà le kung-fu avec Bruce Lee, mais là on découvre une nouvelle facette on découvre que le kung-fu est très riche, Voilà. quoi, avec les nombreux styles animaux et ce qu'on appelle le Tsui Chuan, c'est-à-dire la boxe de l'homme ivre. Et du coup, ils en inventent en plus, puisqu'ils inventent les 8 styles, il y a les 8 styles légendaires, ils inventent c'est vraiment des pures inventions cinématographiques, faites par le réalisateur, sans doute. Voilà, exactement ce que j'allais dire, c'est aussi voilà, Yuan Mo-ping, un des grands noms du cinéma d'arts martiaux hongkongais, qui, avec ce film-là, enfin, je veux dire, la rencontre de ces deux êtres, voilà, c'est l'explosion tout de suite dans Drunken Master, ça a posé un nouveau style, un nouveau standard, finalement, on n'était pas obligé de faire que du sous Bruce Lee, quoi. Yuan Mo-ping que nos plus jeunes auditeurs connaissent peut-être, puisque il a un peu participé à Kill Bill qu'on n'a pas encore vu, et Matrix, à Matrix, oui, t'as déjà entendu parler. DVD, je crois, un truc comme ça, un truc pas connu. Ouais. Je sais pas, il faudrait peut-être en parler si on revient sur les années 90. Tu te rends compte que dans les années 90, on s'est terminé sur, on a fait Power Ranger le film. Balestec. Et je pense que pour certaines personnes, Power Ranger le film est un film plus important que Matrix. Nous ne jugeons pas. Enfin. Oh merde, on va jamais finir. Pourtant, j'ai pas pris beaucoup de listes là pour aujourd'hui. En fait, j'ai dit on ne juge pas, mais en fait, si, on vous juge quand même, les mecs. Hein. Alors, pour moi, le seul défaut de Drunken Master 1, qui est, je trouve, extraordinairement réalisé, c'est qu'il y a Drunken Master 2 qui repousse la barre encore plus loin. Drunken Master 2, c'est tellement extraordinaire. Hein. Mais je pense que Drunken Master, je le mets très très haut dans notre liste. Moi, le truc aussi que je reproche un peu à Drunken Master, c'est qu'il est peut-être, c'est peut-être encore un film qui a des soucis un peu de rythme, d'écriture, au sein de sa structure. Ça c'est sûr. Mais c'est pas encore le film complètement. Voilà, tout est là et ça a marqué son époque à juste raison. Mais c'est encore un potentiel en gestation en fait. Ça n'empêche pas d'être un très bon film, mais t'as ce côté un peu diamant trop brut. C'est pas mon Jackie Chan préféré, mais putain, il est. Je peux le regarder. C'est sans doute un des films que j'ai le plus vu sur YouTube par bout. Je me fais des séquences de baston. Oui, bien sûr. Et puis c'est un film très important. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Où est-ce qu'on va le mettre? Parce que c'est un film génial. Moi, je le mettrais quand même en dessous de L'Homme des Hautes Plaines, personnellement. D'accord. Drunken Master qui devient le 3e film des années 70. Mais. Qui fait encore plus descendre la bataille de la planète des singes. Et le dernier film de cette liste, c'est Un nouvel amour de Coccinelle. Ah oui, alors là, du coup, on change de catégorie, là. Attends, il a dit, boire ou conduire, ils ont choisi. Ah oui, c'est sûr, mais mais c'est un choix audacieux, Un nouvel amour de Coccinelle. Je t'ai dit, écoute, est-ce que je peux te dire un truc? Vas-y, dis-moi. Sur la manière dont j'ai découvert. C'est des films Disney, donc Un amour de Coccinelle. Et il y en avait une tripotée de films de Coccinelle. Ah ouais, il y a eu Un amour de Coccinelle, avec Coccinelle à Monte Carlo, Coccinelle à Mexico, et il y en a eu plein. Et ils ont fait un reboot, je crois, avec Lindsay Lohan, à l'époque où elle n'était pas encore dans la drogue. Ou elle était, mais ça se voyait pas encore, au choix. Non, je pense qu'elle était encore... Non, mais, tu sais, il y a eu toute cette histoire des seins refaits, et qu'une fille avec les seins refaits ne pouvait pas représenter Disney. Enfin, il y avait tout un... Ouais, je me rappelle. Ouais. Tout un truc. Et donc, pour expliquer juste ce qu'est Un amour de Coccinelle, c'est une voiture... une coccinelle, donc. Hein. Une coccinelle qui On salue tous les collecteurs de coccinelle, d'ailleurs. Oui, si tu veux. Qui a une conscience. On salue aussi tous les conducteurs de K2000, parce que tant qu'on y est. Et écoute, c'est une voiture qui a une conscience, qui est à la fois amoureuse, à la fois jalouse, et elle est très amoureuse de son pilote, si je me souviens. Il y a toujours un méchant qui essaye de récupérer la coccinelle ou de la kidnapper. Enfin, je schématise, hein, mais c'est à peu près toujours la même chose. Et voilà. Et ils font en général une course à la fin, et... D'ailleurs, on peut lancer un défi à nos auditeurs, c'est de prendre des extraits des différents films de la Coccinelle et essayer de savoir duquel c'est extrait. Et si franchement ils y arrivent, chapeau quoi. Écoute, moi je sais que je les ai vus et je sais que j'en ai absolument rien à foutre. Et sans doute à cause d'une raison, c'est que moi, tu vois, j'étais fan de robots et de méca quand j'étais petit. Il y avait les Transformers, t'avais les Gobos. Déjà les Gobos c'était un peu pourri. Oui, genre tu m'impressionnes pas avec ta bagnole de merde quoi. Ouais, il y avait tous ces mechas, le tonnerre mécanique, Street Hawk, il y avait Airwolf, le mecha et toute la robotique, c'est vraiment le truc star des années 80. Ouais, il y a eu Tonnerre de feu, enfin vraiment il y en a eu
des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et la coccinelle, bah, c'est les mechas des années 70, ça me fait pas rêver. Oui, non, mais je ne t'argumenterai pas là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce film? Oh, j'en ai un peu rien à battre, mais voilà. Bah écoute, je pense qu'il va aller avant-dernier. Je pense que c'est une bonne place. Et avant-dernier, mais juste en dessous de French Connection. Et c'est pas si mal. Tu vois, pour l'instant, je peux plus continuer cette émission. Pour l'instant, dans le film de bagnole, on a French Connection et juste en dessous, Un Nouvel Amour de Coccinelle. Je sais pas si tu te rends compte. Oh putain, heureusement que j'ai pas mis Mad Max aujourd'hui. Oh putain, ouais, c'est clair. Spoiler. Un Nouvel Amour de Coccinelle et je sais plus quelle place, mais il est avant-dernier des films des années 70 et juste parce qu'il y a pire. Bon, remercie Belga pour son excellente liste. Oui. Et alors là, écoute, je vais faire une liste, je vais fusionner deux listes en une, puisqu'ils ont presque les mêmes films. Les listes de Olivier Antello et Benjamin Chambon dit Roger Hanin. Bah, merci Olivier et Benjamin Roger Hanin. Très joli pseudo. Et l'un s'appelle Space, ouais. Et l'autre s'appelle du Space Opera garanti sans Skywalker. Je ne sais pas ce qu'est Skywalker. Je ne sais pas non plus, jamais entendu parler. Et attention, prépare-toi. Allez, le premier sur lequel on va se faire, parce qu'il y en a 4 du coup. Allez, on va se faire Dark Star. Ah bah oui, Dark Star, bah premier film. Si je voulais te faire plaisir. Bah oui, premier film de John Carpenter, qui est un film qu'il a fait au moment où il était étudiant. Et ça a donné lieu d'ailleurs à toute une série de problèmes judiciaires parce que son université et lui se disputaient la propriété du film. Et en fait, c'était tourné avec du matériel de l'université, etc., dans les labos d'université. Donc voilà. Mais Carpenter, c'était son film. Donc quand on a déjà parlé du tempérament de cow-boy de Carpenter, donc c'est le truc qu'il aimait pas trop. Donc et régulièrement, il pénétrait dans les locaux de l'université pour refaire son film à sa façon, récupérer les rushs, machin. Enfin, ça a donné tout un bordel. Et c'est pareil, c'est un film qu'on a mis pas mal de temps à voir dans des bonnes conditions. Et écoute, c'est un film d'étudiant, on va dire, qui est un peu particulier. Mais $50,000 quand même, ou 60 000, je sais pas. Ah oui, je sais plus combien c'était. Oui, c'était une vraie production, quoi. Et c'était le moment où Carpenter cherchait son style et puis il avait plein d'idées, etc. Enfin, c'est un film qui est un peu bizarre à revoir aujourd'hui parce que forcément tu vois aussi toutes les limites, même si pour un budget étudiant c'était énorme. D'ailleurs, et puis il y a les musiques synthées de voilà, exactement. De Carpenter déjà. Donc il y a plein de trucs bizarres, mais il y a un côté très attachant parce que il cherche des idées, il cherche son propre rythme, il cherche un truc, alors il n'y arrive pas toujours, enfin c'est pas encore toujours bien mis en place, mais il y a un truc assez captivant à voir là-dedans, quoi, dans ce film-là. C'est pas un très grand Carpenter, mais on voit déjà que le type déjà à l'université, on sentait que ça allait être un bon, quoi. Et on peut pas ne pas parler d'un acteur, mais qui est aussi le co-scénariste, c'est Dan O'Bannon. Ouais, tout à fait. Qui est pas n'importe qui, puisque premier film, il scénarise Dark Star et il joue dedans. Deuxième, je sais pas si c'est son deuxième scénario. C'est Alien, ouais, c'est ça. C'est genre, ok. Ok, pas de problème. En fait, je crois que c'est lui qui a fait Blue Thunder aussi. Le tonnerre de feu, là. De John Badham? Oui, c'est possible. Oui, c'est lui aussi. Ouais. Donc ouais, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui s'y connaît. C'est pas de la merde, Ouais, non mais oui, effectivement, c'est comme quoi, tu vois, et ils se sont rencontrés à la fac, tu vois. Le talent finalement attire le talent, un peu comme Super Ciné Battle, toi et moi, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais oui, ouais, c'est pas de la merde, quoi. Mais c'est marrant parce que je conseille vraiment de regarder ce film vraiment aux fans de Carpenter parce que les autres trouveront ça trop bizarre, quoi. Mais c'est un film que Carpenter lui-même décrivait comme En attendant Godot dans l'espace. Oui, c'est ça. C'est un film sur l'ennui, en fait. C'est ça. Enfin, c'est ça qui est super bizarre, c'est que tu sais, t'as un espèce d'enjeu. Les mecs, ils doivent sauver le monde ou je sais plus, il y a un truc comme ça. Et en fait, les 3 quarts du temps, ils se font chier. et c'est ça la thématique du film, quoi. Et c'est pour ça, ça fait un truc très bizarre et en même temps très arty finalement. Ça fait très justement arty des années 70. Donc c'est pour ça que c'est pas un film à réserver non plus à tout le monde, mais quand t'as fait bien le tour de la film Carpenter, ça vaut le coup d'œil quand même. Bon, et où est-ce qu'on va le mettre Je pense qu'on va le mettre au-dessus d'un amour de Coccinelle. Ouais, je pense quand même. Mais je le mettrai pas au-dessus de French. Non. Bah écoute, tu me diras quelle place il est. Juste en dessous de French Connection, c'est tout ce que j'ai à dire.
C'est vrai. Bon bah écoute, c'est bien, c'est une bonne place. Alors écoute, on passe à une autre liste, comme de ces listes jumelées. On va parler de Solaris de Tarkovsky. Ah bah oui, voilà. Bah alors Solaris, alors pas celui avec George Clooney, attention les enfants. Hein, Alors c'est sale. J'aime autant dire que je déteste le remake. Ah pourtant c'est signé Soderbergh. Ouais, mais c'est pas mon Soderbergh préféré. Hein. Bah écoute, ça prouve que tu as quand même du goût, tu vois. Merci. Donc bah oui, Solaris d'Andrei Tarkovsky, qui est alors à l'époque c'était présenté comme le 2001 soviétique. C'était un peu ça, c'était ça le pitch, enfin pas le pitch, mais en tout cas la façon dont il était vendu au monde, quoi. Et c'est adapté d'un bouquin de Stanislas Lem. Et pourquoi je le connais? Parce qu'il est né dans la même ville que ma mère, et qui était une ville polonaise, mais qui ensuite est devenue une ville ukrainienne. Tu sais, c'est cette époque où c'était le bordel. Oui, de l'Est. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux t'imaginer ce que c'était. Je vois ce Donc que tu veux dire, ouais. c'est pas, mais faut croire et surtout comprendre que dans l'Est, ça c'était les classiques. Il faut savoir que les plus grands classiques de SF étaient souvent interdits en fait. Enfin la littérature occidentale et tout, enfin tous ces grands classiques, bah ils ont mis beaucoup de temps à venir. Surtout la littérature occidentale de SF des années 60, enfin 50, 60 et 70, c'était une littérature qui était en fait souvent subversive, même pour l'Occident. Donc forcément, c'était forcément effectivement des bouquins qui arrivaient pas de l'autre côté du mur, quoi. C'est un film qui est empreint de cette âme slave. Je parle pas du tout au nom des miens. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a clairement un rapport au mysticisme. C'est de la SF mystique. Oui, c'est la SF mystique, c'est la SF introspective aussi en fait. Enfin c'est de la SF intime. Tiens, t'as un côté. Oui, intime. Il y a des histoires de deuil et de compréhension des mystères mystiques, de l'au-delà. Solaris, c'est aussi un pré-Stalker aussi. Oui. Un film qu'on reverra dans d'autres émissions. Rassurez-vous. Comme je disais, c'était vendu comme le 2001, mais sauf que bah, si tu regardes, ça a rien à voir avec 2001, si ce n'est que ça se passe dans l'espace et que ça part sur des questions philosophiques, mais l'approche est complètement différente. Et Tarkovsky, enfin de toute façon, c'est un cinéaste qui avait vraiment une empreinte très particulière, quoi. Et c'est vraiment, enfin pour le coup, c'est un film qui lui ressemble à 100% aussi, quoi. C'est un film, ça paraît quoi dire, mais c'est un film qui je pense, t'as vraiment besoin de le ressentir. C'est-à-dire que c'est un film, tu peux parfaitement être complètement à côté tout le long. Enfin, vraiment, c'est un truc. Si tu rentres pas dedans, le film il va jamais te chercher en fait. Mais quand t'arrives à rentrer dedans, tu sais, t'as une espèce de spirale inexorable, mais à la fois, à la fois douce. Enfin, tu sais, il y a un côté lancinant qui t'entraîne vers le fond avec lui, qui est vraiment captivant, et que bah, Tarkovsky c'était peut-être un de ceux qui le faisait ça le mieux, je trouve. C'est compliqué parce que tous les personnages ils sont tous atteints d'une espèce de stase, enfin d'une espèce de mélancolie. Oui, c'est ça, c'est la mélancolie, ouais. Ils sont atteints de mélancolie, et c'est pas forcément de la dépression, mais il y a un truc. C'est très compliqué à expliquer, et c'est vraiment un film qu'il faut ressentir. Et je pense que dans tout le cinéma qui viendra ensuite, c'est des choses que tu reverras dans d'autres réalisateurs. Je pense que sans Tarkovsky, il y aurait pas John Woo, il y aurait pas David Lynch. John Woo, non, mais il y aurait pas David Lynch, il y aurait plein de films qui se basent uniquement sur le pur ressenti de l'expérience cinéma, quoi. Oui, tout à fait, oui. Non, mais non, voyez-le, en fait. Et vous aimerez pas, je sais pas, ce sera à vous de voir, mais faut le voir. Faut le voir. Par contre, je sais qu'il y a, bah, comme souvent avec des films comme ça, des films avec des ambitions pareilles, il y a tout un bordel sur les différentes versions à regarder, parce que t'en as une qui dure plus de 3 heures, t'as la version cinéma qui dure 2 heures, enfin c'est un truc comme ça. Et moi, dans mon souvenir, je crois que j'avais vu la version de 3 heures, mais pas la version complète. C'est la version telle qu'imaginée par Tarkovsky. Je crois que celle-là, j'ai jamais vue en entier. Je sais plus combien de temps elle dure. Si en plus faut regarder toutes les versions perdues et les versions ouais, mais alors, retapées. du coup, je crois que la version officielle telle qu'elle était présentée lors des festivals, c'est celle de 3 heures ou un peu plus ou un peu moins. Voilà, c'est celle-là en tout cas, moi c'est celle que j'ai vue, qui déjà m'avait bien marqué, et qui est à découvrir, quoi. Et je peux juste mettre un truc, je préfère Stalker à Solaris. Voilà. Oui, moi aussi.
Bah d'accord. Bon, où est-ce qu'on va le mettre? Parce que là, tu te rends compte, on risque de mettre mon nom et personne au-dessus de Solaris. Oui, c'est ça, c'est par précaution, tu sais. Ah, je suis désolé, ça n'ira pas au-dessus de Drunken Master. Et non, non, ça n'ira pas au-dessus de Drunken Master. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on met au-dessus de French ou pas? Oui, ouais, quand même. Ouais, c'est Solaris. Il y a un côté vraiment. Enfin, j'adore French Connection et Solaris. Je sais pas, il y a un truc, depuis tout à l'heure on n'arrive pas à l'expliquer, donc je vais pas m'évertuer à le faire plus là, mais c'est vraiment du cinéma, c'est sensoriel quoi. Ouais. Et c'est un truc à vivre, ouais. Donc Solaris entre en 6ème place. Pour l'instant, il est dans le top 10. Hein, oui, et seulement 2 places en dessous de Mon nom et personne. Hein. Et ça, je pense que Tarkovsky en serait très fier. Un film qui se termine sur un dos dans le cul, tu me rappelles. Le prochain film de la liste de Benjamin c'est spécifiquement lui, c'est Star Trek The Motion Picture, qui, il faut pas oublier, est sorti en 79. Et oui, c'est vrai, Star Trek The Motion Picture. C'est Star Trek, hein. Tout le monde connaît. Non mais c'est con, je veux dire, Star Trek. Merci. Non mais tu sais, ça paraît con de présenter Star Trek. Enfin, t'as la série, je sais plus combien de saisons. Il y a eu je sais plus combien de films. Il y a les films. Cette année, il y a eu Star Trek Beyond qui est sorti au cinéma. Il parle d'une nouvelle série l'année prochaine. Enfin, je veux dire, c'est un monument de la SF mondiale. Voilà, l'Enterprise, Kirk, Spock, voilà, la SF pacifiste et hippie. En fait, post-hippie, finalement Star Trek c'était aussi ça, voilà, qui arrive sur le grand écran, quoi, avec la rencontre avec V'ger. Et il faut dire un truc, c'est que ce film a une très 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 longue gestation, qui a sans doute été rendue possible grâce à le film que vous savez maintenant, en 77. Je ne vois toujours pas de quel film tu parles, Daniel. C'est mystérieux. Et le problème, c'est que c'est un... Alors, il faut le dire, je sais pas s'il y a beaucoup de Trekkies qui nous écoutent. J'étais un moment assez branché par Star Trek, et alors je vais te dire un truc, ce film-là est je l'aime pas. C'est un épisode passé en long, et en général les fans sont assez d'accord pour dire que le premier film est bien inférieur au second. Ah bon, oui, de toute façon le second, oui, c'est pas la même, c'est pas la même histoire. Non, mais c'est vrai que t'as un côté. C'est un long épisode. C'est un long épisode. Effectivement, c'est un film. C'est pas. Enfin, je trouve pas que c'est un mauvais film en fait. Il y a plein de trucs qui sont chouettes parce que comme dit, Star Trek, c'est un truc qu'ils avaient d'unique et qu'ils ont peut-être encore aujourd'hui. C'est que t'avais ce côté post-hippie et vraiment profondément bon, tu vois, dans Star Trek. C'était de l'exploration, vraiment de l'exploration, quoi. Star Trek, c'est généreux. C'est un futur dans lequel on a envie de vivre. C'est un futur. Il y a des Noirs et des Arabes. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. C'est genre, il y a aucun autre film. Il y a aucun autre film de SF où c'est le cas. Donc. Oui, et non, mais c'est un futur fondamentalement bon. Les gens sont bons, ils communiquent entre eux, ils ont des ambassades. Et la première démarche, c'est de la diplomatie. Voilà, la première démarche de l'Enterprise, c'est la découverte et la diplomatie. Enfin, c'est ça le côté fondamental dans Star Trek, quoi. Alors que les autres, là, les magiciens de l'espace qui font du sabre laser, avec du piou-piou là et tout là, c'est un truc basé sur la guerre, et effectivement c'est plus cool d'avoir des sabres laser, mais c'est pas du tout la même démarche. Star Trek, ce n'est pas un truc de guerre, oui, voilà, exactement. C'est une SF fondamentalement positive, comme toute l'œuvre de Gene Roddenberry, quoi. Voilà, donc et t'as ce côté-là quand même qui est assez unique et qui fonctionne pas mal, mais c'est vrai que d'un point de vue narratif, d'un point de vue construction, etc. Il y a il y a bien 40 minutes de trop, quoi. Ça fait méchant de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu te dis allez, ça en vire, et puis finalement tu te dis le film aurait pas spécialement souffert de ça, il serait peut-être même meilleur en fait du coup. Ouais, et puis il y a l'influence aussi de Rencontre du troisième type aussi, qui a influencé tout ce genre de films qui se regardent un petit peu. C'est vrai que c'est un film, il y a des grosses longueurs, quoi. C'est un film que je n'aime pas du tout. Moi je l'aime bien, mais voilà. Mais non, mais le problème c'est qu'il est le 2, voilà, et le 2 est tellement supérieur. Voilà, c'est effectivement le second épisode est bien supérieur. Et puis bon, en termes de SF dans les années, enfin surtout fin des années 70, tu commençais à avoir du lourd aussi, donc il était pas en terrain vierge, quoi. Ouais. Bon écoute, qu'est-ce qu'on peut... Et j'engage les... Enfin, il y a vraiment beaucoup de textes qui ont été écrits sur la création de ce film. Sa genèse un peu compliquée. Et tu vois, moi... Je vous engage à les lire si vous êtes vraiment un Trekkie. Si vous êtes un Trekkie, vous les êtes. Ou même des curieux, hein, tout simplement.
Ouais. Et moi, tu vois, dans la catégorie des gens qui s'emmerdent dans l'espace, bah, je préfère Dark Star parce qu'au moins c'est vraiment le propos du film. Ouais. Ouais, alors que c'est pas... Tu dois pas t'emmerder avec Star Trek. Oui, t'es pas censé t'emmerder. Bon bah écoute, je crois qu'on a trouvé sa place. Malheureusement, il va être avant-dernier, antépénultième. Mais ouf, il est devant Un Nouvel Amour de Coccinelle. L'honneur est sauf. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va devenir un truc... Bon, on retiendra pour les lettres d'insulte que c'est Daniel qui n'aime pas du tout le film Star Trek. Hein. Ouais, mais je peux le défendre. C'est pas genre, toi, arrête. C'est pas. Quel est le film de Star Wars que tu as déjà sous-classé là dans... Ah, je l'ai juste mis à sa juste place. N'oublie pas, c'est gravé dans le marbre et c'est la vérité absolue, Daniel. Tu parles de l'Empire contre-attaque, c'est ça? Je n'ai jamais entendu parler. Prochain film de ces combos de liste SF. Et pas de combo de liste SM. Attention, ça n'a rien à voir. T'es bête. C'est la première fois qu'on me le dit. C'est Moonraker. Ah, James. Et alors, je vais te dire, et je vais m'en faire une joie. Tu sais que dans la grande tradition James Bond, ils annoncent toujours le titre du film suivant à la fin. C'est James Bond Way We Back, oui, dans L'espion qui m'aimait, tout ça. Sauf que dans L'espion qui m'aimait, ils ont annoncé un autre film. Ils ont annoncé For Your Eyes Only. Mais il s'est produit un autre truc. Est-ce que t'es au courant? Il y a eu un grand film qui est sorti dans les années 77. Un film de SF dans l'espace. Aucune idée. Non, je vois toujours pas. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai un trou. Tout à l'heure, je sais pas, mais avec des mecs avec des sabres et des locteux de l'espace. Ah oui, c'est Star Crash, non, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc, ils se sont dit, oh putain, on arrête tout, là. On s'en bat les steaks, là, de vos histoires en Grèce, là. On reprend un autre livre de Ian Fleming, et on prend Moonraker. Et on envoie James dans l'espace. Et on peut le dire, pour beaucoup, c'est un des pires James Bond qui ait jamais été. Oui, et c'est pour ça que j'ai une affection vraiment particulière pour ce film. Moi aussi, en voilà, fait. C'est pour ça, c'est que il est, comment on dirait aux États-Unis, il est bonkers, il est maboule, il est un peu cringe aussi, hein, quand il même. est banana, il est fou allié, ce film. En fait, c'est un film qui est fait en dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui sont empilés les uns sur les autres, et en fait, si tu regardes bien, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, en fait? Et à la fin, tu ne sais pas. Et alors, tu sais, beaucoup de James Bondophiles, dont je suis, trouve qu'il y a un truc au moment où ce film va trop loin, c'est ce qu'on appelle le pigeon double take. Est-ce que tu vois de ce dont je parle? Alors, pigeon double take, non, pas comme ça. C'est un moment, alors James Bond, il est à Venise, il y a un mec dans un cercueil qui sort avec des guns pour le flinguer, alors que lui, il est sur une gondole. D'ailleurs. Ah oui, mais oui. Et donc le mec planqué dans un cercueil, dans des gondoles, ça n'a aucun sens, une gondole qui est sur l'eau. C'est vrai. Et là, James Bond, il commence à s'enfuir à bord de sa gondole qui est motorisée, oui. Qui est motorisée. Et un hydroglisseur, enfin un petit coussin. Et un hydroglisseur pour ensuite aller sur la place Saint-Marc, place Saint-Marc à Venise. Et déjà, ça peut être complètement fou, mais en plus, à un moment, il y a un pigeon qui le regarde et qui fait mais tu sais, en double. Oui. Et sa tête, elle fait double take, tu vois. Là devient l'expression pigeon double take. Je ne connaissais pas. Et pour plein de gens, c'est le paroxysme du nawak de James Bond. Non, mais c'est clair. Alors, il faut le dire, James Bond, c'est 79, celui-là, Moonraker. Le pauvre Roger Moore, il a déjà 52 piges. Ah oui, non, mais il est... Le tournage a été retardé parce que je crois qu'il avait des problèmes il avait des problèmes, déjà des problèmes. Tu vois, il était déjà trop vieux. Et ça se voit, tu sais quoi, quand il embrasse la fille, tu sais, la James Bond girl, il n'y a aucune alchimie. Ah oui, non, c'est genre, it's only business. Et le méchant, Michael... Ah putain, en plus, surtout la scène où elle arrive, tu sais, il dit, je suis à la recherche du professeur machin. Et elle fait, vous l'avez devant vous. Et là, il fait, a woman. Tu vois. Il fait, vous êtes professeur Godhead? I am professeur Godhead. Il fait, a woman. Genre, c'est vraiment en 79, quoi. Ah, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, James. C'est quelque chose qui se prend une claque. Et ça n'a aucun sens, puisque, bon, c'est un peu la base du scénario de L'espion qui m'aimait, c'est-à-dire, il y a un truc qui s'est fait voler, un engin pour aller dans l'espace. Sauf que là, le méchant, c'est Michael Landale. Oui. Michael Landale, eugéniste en plus, c'est ça qui est... Eugéniste, voilà. C'est ça, eugéniste, mais dans son équipe, il y a quand même Georges Belair. Oui, c'est vrai, il y a Georges Belair. Genre, le mec, il crée une espèce d'arche de Noé génétique pour la race parfaite qui veut isoler sur la Lune, et il emmène Georges Belair. C'est genre, what? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce film?
Et Il emmène George Belair et requin aussi. Enfin, genre. ah oui, et alors, foutre, quoi. est-ce qu'on peut dire juste un mot sur La relation, l'opening? Mais oui. L'opening, la cold open, c'est James Bond qui embrasse une meuf dans l'avion. Et puis tout d'un coup, il y a requin, enfin Jaws, qui sort de on ne sait où dans l'avion. Et ensuite, il sort, c'est une course en parachute, quoi. Oui, Genre, ouais. il a pas de parachute, il récupère un parachute. Et là, on voit donc l'acteur qui joue Jaws, Richard Kill. qui nage qui fait vraiment des signes de nage comme si c'était un poisson, parce qu'il a vu un cirque pour essayer de tomber sur le chapiteau du cirque, Oui, je me rappelle. pour rester vivant d'une chute libre. Oui, tout va bien. Tout va bien. Et ça, c'est que la première putain de scène, quoi. Ah, mais à titre d'information, je fais ça tous les matins, moi. Hein, mais bon, voilà. C'est un film qui est assez dramatique parce qu'aussi il y a une scène, si je l'ai revu il y a pas si longtemps, il y a une scène où il y a un chien qui dévore une fille enfin vraiment genre un truc horrible, genre une scène de poursuite dans la forêt. C'est un film très très problématique et en même temps qui est fou allié, puisqu'à la fin ça se termine en piou piou piou. Oui, c'est ça. Et... L'espèce de bataille dans l'espace avec les jetpacks et tout, digne d'un Call of Duty. Hein, d'ailleurs, depuis, on a revécu ça dans Call of Duty. Mais ouais, c'est exactement ça. Sauf qu'ils sont vachement lents. Mais donc, oui, j'imagine que c'est un hommage à Opération Thunderbolt où ils étaient super lents parce qu'ils étaient dans l'eau. Ils étaient sous l'eau, ouais. Et là, il y a des moments où ils réactivent comment il s'appelle, la pesanteur dans la station spatiale, et puis tout d'un coup il tombe, ça n'a aucun sens. Et quand même j'ai de l'affection parce que c'est aussi le dernier film de Bernard Lee qui joue M, et aussi le dernier film de Ken Adam. Tu sais que je suis très très fan de Ken Adam. Tout à fait, oui. Qui est le chef décorateur ouais, tout à fait. De James Bond. Et il faut le dire, pour moi, James Bond, ça doit en partie sa maestria grâce à Ken Adam. C'est vraiment genre sans lui. De toute façon, oui, c'est lui qui a inventé toutes ces espèces de lieux de base. Puis tu sais, t'as un côté fantasmagorique et semi-fonctionnel. Enfin, tu sais, t'as un côté, je veux dire, t'as toute une iconographie pop finalement que tu dois à ce type-là. Voilà, c'est un mec, Ken Adam, qui est mort cette année. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, vraiment, c'est un génie, et qui a travaillé sur Doctor Strangelove. Et oui, et voilà, comme quoi, hein, les génies travaillent avec des génies, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà, c'est un film fou, et tu sais quoi, je me souviens que là, il y a pas si longtemps, donc, puisque je l'ai revu, j'essayais d'essayer de comprendre qui est la fille qui joue la petite amie de Jaws. Oui, non, mais oui. Et alors, j'ai réussi à trouver son nom, mais tu sais, genre, entre 15 noms, c'est vraiment, genre, je me demandais, qui c'est? Parce qu'en plus, on sait pas trop qui c'est, elle avait jamais nommé. Et puis surtout, c'est un film où, quand même, effectivement, ils ont fait une histoire d'amour à Jaws, quoi. C'est genre le truc. Alors, tu sais ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'ils ont écrit le scénario et ils ont fait revenir Jaws parce qu'il était ultra populaire après The Spy Who Loved Me. Ouais. Mais le problème, c'est que il y a des enfants qui ont fait « Oh, mais pourquoi il est méchant? Il pourrait être gentil. » Et donc, c'est pour ça qu'ils expliquent le flip-flop moral. Oui, Tout d'un coup, il tombe amoureux au Brésil d'une petite meuf qui ressemble à une Autrichienne avec des couettes. Avec des couettes et des grosses lunettes. Elle ressemble un peu à Annette de Premier Baiser, ouais, c'est ça. Putain, et cette fin qui a aucun sens, genre ils partent dans une capsule spatiale et ils dérivent dans l'espace et genre ils sont contents, mais vous allez crever, vous aurez plus d'oxygène dans d'ici 20 minutes. Et puis, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Et puis il y a aussi des super innuendo sexuels, évidemment, puisque à un moment, tu sais, il y a les Russes je crois que c'est les Russes et les Anglais qui regardent ça sur leur écran, et les Américains. Et t'as le mec qui fait I think he's attempting re-entry alors qu'il est en train de baiser la fameuse professeure Goodhead. Voilà, et la fameuse scène qui a été reprise beaucoup plus explicitement dans les films de Michael Myers. Le trou de mémoire. Austin Powers. Dans Austin Powers, cette scène-là, voilà, qui a été reprise dans Austin Powers de façon beaucoup plus explicite cette fois-ci, quoi. C'est sans doute le film le plus parodié par les Austin Powers, je pense. Oui, je pense, c'est une espèce de similé parodie involontaire, Moonraker. Il y a un côté, c'est vraiment complètement débile, quoi. Écoute, Moonraker, c'est débile, mais je le mets au-dessus de Darkstar. Oh, écoute, je te le laisse. Voilà, écoute, je suis bon prince. Mais j'aime tellement le revoir, je suis prêt. Non, mais moi aussi, quand j'avais 6-8 ans, j'adorais voir ce film. T'imagines comment ça gueulerait si je le mets au-dessus de Solaris?
Oui, mais non, ça peut pas être au-dessus de French Connection, faut pas déconner non plus. D'accord. Putain, on a une liste vraiment de... Et puis, il faut se laisser de la marge parce qu'il y a encore beaucoup de James Bond. Et les gens ont compris que si tu veux passer... que c'est moi qui fais les listes. Je suis très ouvert au James Bond. Bon, bah, on remercie les listes. Donc, Moonraker, juste pour préciser, entre French Connection et Dark Star. Voilà. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. On remercie Benjamin et Olivier pour leur liste. Et on a le temps de s'en faire encore. Bah oui, merci Benjamin Olivier. Et alors, on va se faire une liste qui s'appelle Collabooxploitation. Ah, alors... Qui nous est envoyée par Samuel Julien. Alors, j'aime beaucoup la thématique, déjà. Merci Samuel. La liste de Samuel commence par L'Accombe-Lucien de Louis Malle. Ah bah, et alors, je ne l'ai pas vu. Ah. C'est vrai. Ah, alors, écoute, coup, putain, c'est dure responsabilité pour moi. Alors, c'est un film de Louis Malle et c'est un film qui est assez compliqué à juger puisque c'est un des premiers films, alors il faut replacer le contexte, c'est en 74, où on parle de la France comme si ce n'était pas des super-héros pendant la guerre. Il faut dire que c'était un gros tabou du temps où De Gaulle est mort, mais à partir de 69, il a commencé à avoir à partir de la mort de De Gaulle, que De Gaulle quitte le pouvoir, oui, il commence à avoir un peu de... Bah, l'Armée des Ombres, notamment. L'Armée des Ombres, de Melville, quand même. Il y a eu beaucoup il commence à avoir des films qui remettent en cause un peu cette vision officielle que toute la France c'était des héros. Oui. Et c'était vraiment, il faut pas oublier que c'était vraiment ça la France, quoi. Cette espèce de mensonge collectif dans lequel tout le monde nageait. Et heureusement, Gérard Jugnot est venu pour rétablir le mensonge par la suite avec ses films. Voilà. Grâce à sa moustache collabo. Voilà. et du coup, le film de Louis Malle, je crois que c'est lui qui l'a écrit avec Modiano, donc. Et ça se passe en 44 et il y a un gamin qui veut s'engager dans la résistance et il demande à son prof, un de ses profs, s'il peut être rentré dans la résistance, mais son prof il dit non, t'es trop jeune pour rentrer dans le maquis et du coup lui il est méga vexé, il se fait arrêter et il balance son instituteur et il devient collabo, il devient un membre de la Gestapo française. Bon, je veux pas spoiler la fin, mais il y a il y a vraiment un arc narratif autour de sa vie. Et ouais, c'est un film passionnant, surtout remettre dans le contexte, puisque Louis Malle, c'est vraiment, je crois qu'il a été obligé de quitter la France, après, je suis pas sûr de ce que je dis, je connais pas exactement la vie de Louis Malle. Moi je connais pas sa vie, enfin je connais plus ou moins son œuvre, mais je connais pas bien sa vie par contre. Je crois qu'il a été obligé de s'exiler de France, parce que vraiment, tu sais encore, il y avait un grand culte voué à De Gaulle à l'époque et son film est très 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 mal passé. C'est un film sans star mais avec un grand talent qui est Pierre Blaise. Il a joué dans quelques petits rôles mais il s'est flingué à 20 ans en bagnole, je crois. Et vraiment, il joue, c'est lui qui porte tout le film. Il joue à la fois le gamin qui a envie d'être dans le maquis mais ensuite qui a envie d'être collabo. Il le joue avec une justesse et tu sais une espèce de entre improvisation et légèreté et en même temps il le joue d'une manière très naturelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, je pense quand j'ai vu son acting parce que c'est un film que j'ai vu il y a pas si longtemps, je pense beaucoup à River Phoenix en fait. D'accord, oui. Tu vois ce que j'appelle de l'underplay, tu vois. Oui. Il le joue sans le jouer quoi. Ouais, je vois ce que tu... Et c'est ça qui rend son rôle encore plus dérangeant. Et encore plus, c'est vraiment très très dérangeant comme film parce que il le joue vraiment naturel et il est inquiétant quoi. Je vois tout à fait. Donc, en tout cas, tu m'as donné envie de le voir, tu vois. Ah non, c'est un très grand Louis Malle. Alors évidemment, quand Louis Malle reviendra, il fera un truc beaucoup plus consensuel. Oui, au revoir les enfants. Au revoir les enfants, qui plus consensuel parce que c'est des gamins, mais plus consensuel parce que t'as une vision dans au revoir les enfants, t'as une vision plus positive de la résistance. Enfin, t'as un côté opposition à l'allemand qui est plus franc. Voilà. Et que ce que je viens de te raconter, c'est sûr. Il n'empêche que Au revoir les enfants, c'est un film, putain, moi ça reste un de mes grands souvenirs de jeunesse, quoi, de cinéphile. Ah, ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Au revoir les enfants, c'est un film bouleversant. Donc voilà. Et celui-là, c'est vraiment, c'est un film qui prend en trip, hein, vraiment. Maintenant, c'est pour moi la difficile tâche de juger ce film quand même, puisque tu bottes en touche. J'espère que les prochains tu botteras pas en touche. Hein. Moi, je pense pas. Ah putain, est-ce que... Ah, c'est la règle de Super Ciné Battle, je ne peux rien dire.
Bon, tu sais quoi, je prends pas de risque en le mettant au-dessous de French Connection, mais au-dessus de Moonraker. Ok, bah que c'est ton choix. Mais moi, en tout cas, enfin, je sais pas les auditeurs, mais moi, tu m'as donné envie de le voir. Enfin, surtout qu'en plus, j'aime bien le cinéma d'Oublie Mal, etc. Mais celui-là, je l'ai pas vu, donc c'est l'occasion comme une autre, justement, pour. C'est un film qui vaut vraiment le coup, et j'espère qu'il restera assez haut dans la liste, parce que c'est un film passionnant et qui a à revoir dans son contexte. Faut pas oublier. 74, c'est compliqué, quoi. C'est un mec qui a poussé Louis Malle. 74, c'est à la fois loin mais proche. Ouais, c'était les débuts du Giscardisme, quoi, presque. La grande époque. Bon, deuxième film de la liste collabo-spotation, c'est Le Viager de Pierre Tchernia. Ah bah oui, Pierre Tchernia, qui nous a quitté il y a peu de temps, malheureusement. Ouais. Ah là là. Et grand mec de ciné, en fait, mais pas, on l'oublie, hein, mais il a réalisé quelques films. Oui, il a réalisé quelques films, et pour la petite parenthèse, c'est Pierre Tchernia, je ne sais pas si Super Ciné Battle existerait aujourd'hui sans Pierre Tchernia, quoi. C'est un mec qui nous donnait, et c'était Monsieur Cinéma, alors il faut l'expliquer, c'était Monsieur Cinéma pendant des années, sur France 2, après le film du mardi. C'était lui qui venait débattre, parce qu'après chaque film, on débattait des films. Oui. C'était assez intéressant. Et surtout, on débattait, c'était des vrais débats, c'est-à-dire que t'avais plein de points de vue, de choses comme ça, t'avais des vrais échanges. Et Pierre Tchernia, c'était à la fois... Ouais, c'était pas Hanouna, quoi. Ouais, c'était pas, voilà. Pierre Tchernia, c'était à la fois un puits de science, parce que c'était un type qui avait une passion dévorante pour le cinéma, et aussi mais c'était aussi quelqu'un qui savait rester qui était pas snob. Enfin, t'avais ce côté, genre, c'est un truc que peu de critiques de cinéma arrivent à faire, c'est que il était érudit, passionné, et il restait passionnant parce que il restait toujours dans la passion du cinéma. Il se servait pas de ça comme levier pour se mettre en avant. Il mettait toujours sa verve au service du film dont il voulait parler, quoi. Et voilà, ce type, il m'a donné envie de voir des films. Et pour continuer juste sur Pierre Tchernia, puisque c'est vraiment l'occasion, il n'était pas du tout, alors que il faut le voir à l'époque. Beaucoup de gens étaient genre, oh, le cinéma américain, c'est chiant, lui. Les grosses productions. Lui, pas du tout. Il acceptait le côté franchouillard. Il vient quand même de la culture un peu franco-belge. Le film, il faut le dire, Le Viager a été co-scénarisé par Goscinny. Ce que je veux dire, c'était un grand pote de Goscinny. D'ailleurs, si vous lisez Astérix, il y a régulièrement des caricatures de Pierre Tchernia à l'intérieur, quoi. Voilà. Et oui, c'était un type, justement, c'est ça, ce que je disais, c'est pas parce qu'un film était à gros budget ou d'une certaine nationalité que c'était mauvais. Enfin, il avait pas une vision, il avait un amour du cinéma, il avait pas une vision étriquée du cinéma comme t'en as beaucoup trop, malheureusement. Et là, encore une fois, c'est un film qui a un mini scandale, puisque c'est des histoires de collabos, c'est des histoires de mecs odieux. Oui, sauf que c'est traité sur le ton de la comédie. Oui, c'est t'as un côté très truculent, on va dire, là-dedans. Alors, c'est Michel Serrault qui était déjà vieux à l'époque, comme si Michel Serrault a toujours été vieux. Oui, mais c'est ça, Michel Serrault, je pense qu'il est sorti vieux du ventre de sa mère, c'est pas possible autrement. Et c'est Michel Serrault qui est apparemment malade, et son médecin... Ah non, attends, est-ce que je me compare? Oui, son médecin, il est joué par Galabru, et il lui dit, oh, vous savez quoi, vous devez vendre en Viager votre maison. Si je me souviens bien, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Votre maison dans une petite ville sans importance qui n'était pas connue à l'époque, qui s'appelle Saint-Tropez. Saint-Tropez, oui. En 1930, tu vois. Oui, c'est petit patelin. Et lui il dit, ah oui, pourquoi pas, et tout, pour se faire de l'argent, parce qu'il lui dit, je pense que vous en avez pour 1-2 ans maximum à vivre. Enfin, il est persuadé qu'il en a que pour 1-2 ans à vivre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont se passer le viager de père en fils. Dans la famille, c'est vaguement basé sur une histoire vraie, semble-t-il. Et toute la famille va finir par y passer, en fait. Et le mec joué par Michel Serrault, évidemment, pour que la comédie puisse fonctionner, il va y survivre à tous ces connards. Voilà, exactement. C'est ça. C'est un petit côté famille je aussi qui peut être vraiment libérateur aussi. Et le savais-tu, beaucoup de gens font encore des viagers en France, mais juste pour déshériter les gens, puisque en fait le viager ne tombe pas sous l'héritage, en fait. Donc oui, c'est une façon comme une autre. Hein. Voilà. J'ai appris ça il y a pas longtemps, et il paraît que ça fait des drames, puisque t'es même pas obligé de le dire à tes gamins. Et genre quand tu meurs, ils découvrent que t'as vendu la maison en viager. C'est un peu comme Mon nom est personne, ta vie a signé cadeau dans le cul, tu vois, c'est pareil. J'ai bien fait de commencer par ce film.
Et écoute, c'est un film qui est, il est truculent quoi. Oui, vraiment, ouais. Genre il y a Rosie Vart. Oui, c'est ça, parce que il y a Galabru au top de sa. c'est- Il y a Claude Brasseur. Il y a un casting impressionnant d'acteurs populaires et qui sont connus pour leur verve. Vraiment, t'as une jouissance du mot et de la façon de transmettre le mot, d'en jouer, etc. Et ce casting-là sous la houlette de Pierre Chania, ça fonctionne vraiment super bien, quoi. C'est vraiment, il y a des passages qui sont vraiment super jouissifs à suivre, quoi. Pour l'anecdote, Michel Serrault joue encore plein de gens. Puisqu'il joue Oui. les Allemands, il joue en nazi, enfin, c'est Michel Serrault en nazi. Enfin, comment tu veux que ce film soit mauvais? Je veux dire, c'est impossible. Non, c'est un film vraiment rigolo. C'est un film qui a pas vraiment, je trouve qu'il a pas vraiment vieilli. Et dans sa structure, évidemment, c'est pas du grand cinoche, c'est très théâtral, quoi. Oui, Mais c'est vrai que c'est un côté très théâtre au final sur pas mal d'aspects. Ils sont tous géniaux. Il y a Depardieu dans un tout petit rôle, Enfin bref, c'est un film qu'on aime bien. Ouais, tout à fait. Et alors, mais où est-ce qu'on va le mettre? Je pense que tu vas me dire encore sous French Connection. Moi, je le mettrais quand même sous French Connection. À choisir, je préfère quand même French Connection, qui reste pour moi quand même un plus grand film que Le Viager, mais encore une fois, c'est pas une façon de dire du mal du Viager. Hein, écoute, il va passer sous La Combe Lucien, mais voilà, pas de beaucoup. C'est un film où il y a des dessins de Gottlieb en plus. Mais oui. Je crois qu'il a fait le générique ou quelque chose comme ça. Oui, il y a une histoire comme ça, je me rappelle plus exactement. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, longtemps, ouais, ça fait une dizaine d'années que je l'ai pas vu. Donc, c'est un film où il y a beaucoup de choses qu'on aime. Oui, c'est ça. T'as plein de talents réunis dans ce film-là, et forcément, enfin, t'es forcé de l'aimer, quoi. Je veux dire, c'est. Et alors, maintenant, je pense qu'on va passer au dernier film de la collabo exploitation. C'est Les Chinois à Paris. 2 et joué et réalisé par Jean-Yann. Jean-Yann, mais alors, a-t-on besoin de présenter déjà Jean-Yann? Je pense que les plus jeunes connaissent pas. Moi, j'ai découvert Jean-Yann j'avais un vinyle avec ses 2 meilleurs sketchs avec l'accident de char. Ouais. L'accident de char par les Romains et aussi le mec qui passe son permis. Oui, tout à fait. Ouais, et le mec qui passe son permis, je le connais par cœur ce sketch et je pense que si tu connais ce sketch, tu me connais à moitié. Mais Jean-Yann, c'est un génie comique. Enfin, ce type, en plus, il a un style. Honnêtement, je vois personne qui est capable et qui a refait du Jean-Yann. C'est vraiment, il y avait un côté à la fois méchant, mais pas trop, mais pas gratuit. Enfin, c'est vraiment un type d'humour très particulier et vraiment très percutant, quoi. Je trouve que tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'humour Charlie Hebdo qui viendra plus tard, mais je trouve que c'est pas de l'humour Charlie Hebdo. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à l'humour du Canard enchaîné, tu vois. Oui, il y a un côté héritage un peu comme ça dans le Canard enchaîné. Il t'informe, mais la caricature est là. Il s'en prend toujours au plus fort, en fait. Enfin... Au plus fort. Et évidemment, là, ça va être une question de métaphore. Les collabos, les opportunistes, les politiciens. Les politiciens qui sont ineptes dans ce film, puisque, en fait, on va vous pitcher le film, ouais. C'est les Chinois arrivent à Paris, ils occupent Paris, voilà, pendant que le président français, il est parti aux États-Unis, et il abandonne littéralement la France. Voilà, écoute, c'est un excellent pitch de départ, finalement. C'est impossible à faire aujourd'hui. Et les Chinois, ils installent leur base aux Galeries Lafayette. Oui, c'est débile. Et puis l'opinion que déploie Jean-Yann de ses concitoyens, enfin, il les présente vraiment, tu sais, comme des fumistes de bout en bout, quoi. T'as un côté. Ah oui, parce que en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ils ont envahi la France, mais ils passent presque pour des gentils, en fait. Oui, c'est ça. Parce que les Français sont odieux. Les Français sont vraiment les connards de l'histoire. Voilà, exactement. Et Jean-Yann a vécu l'occupation, donc il sait de quoi il parle. Il parle de ses souvenirs de gamin et il les adapte dans une espèce de fable. Sauf que c'est une fable anticommuniste virulente à l'époque. Il faut le dire que le maoïsme avait encore, il était encore suffisamment populaire en France. Il y a des communistes maoïstes des communistes tout court, quoi, qui ont essayé d'empêcher la sortie de ce film dans les salles. Enfin,
C'est vrai, c'était un mini scandale à l'époque, quoi. Oui, mais c'est justement, on en revient à ce qu'on disait, c'est que c'est un type qui avait à la fois un vrai génie comique et qui c'était pas gratuit, enfin, c'est-à-dire que t'avais une vraie vision, un vrai propos et qui pour le coup se justifiait parfaitement et il renvoyait un miroir déformant aux gens. Voilà, quand et je pense que plus t'étais proche du miroir qu'on te renvoyait, moins tu supportais ce que tu voyais. Je pense que c'était surtout ça, quoi. Et puis évidemment, il joue un mec horrible. Bah oui, quoi. Vraiment Jean-Yann, le collabo type, quoi. Jean-Yann, c'est mon salopard préféré du cinéma français. C'est genre, il est tellement génial quand il fait l'enfoiré, enfin la raclure humaine ultime. Enfin, il est tellement bon, quoi. Et tu sais que il y a peut-être un truc qui me fâche avec ce film, c'est que quand je le vois, je me dis putain, Jean-Yann aurait pu faire tellement plus de films. Mais en fait, de son propre aveu, Jean-Yann était un grand flemmard, en fait. Oui, c'est vrai qu'il le répétait souvent, ouais. Il le répétait, je suis un flemmard, je fais juste ce film-là et puis je me casse et c'était un peu ça, quoi. Putain, et c'est un film que j'adore et vraiment. Bah déjà, on le met au-dessus du Viager pour moi. On le met au-dessus du. Ouais, je pense que c'est clairement au-dessus du Viager. Ouais. Mais tu vois, moi, je serais d'avis de un grand coup. Je le mettrais. Sous le convoi de la peur. Bah écoute, moi je pense que Super Ciné Battle, on aime bien les coups d'éclat, donc voilà, paf. Et alors, les Chinois à Paris. Et je l'associe énormément à cause du générique, là. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Les Chinois à Paris. Hein, et qui aurait cru que Jean-Yann bousculerait Tarkovsky. et pourtant il y a matière, hein, Jean-Yann. Voilà. Eh ben écoute, c'était le dernier. Ah, il y a un truc qu'il a précisé dans sa liste, qui était produit par Marcel Dassault, et c'est vrai en fait. Marcel Dassault et pas Serge, hein, son fils. Ouais. Marcel, qui a été sauvé par les communistes en plus pendant la guerre. Et ben, il avait trouvé ça génial comme idée de film. Et je me demande, je pense qu'il vendait pas beaucoup d'armes. Je pense qu'à l'époque, la Chine c'était pas un marché très porteur pour. Ouais, pour la France, quoi. Je crois qu'à l'époque ils étaient pas en. Oui, je crois qu'ils achetaient plutôt leurs armes en Russie. En Russie, c'était plus simple, ouais. Et donc il avait demandé à ce que ce film sorte en avant-première dans son cinéma à lui. et alors ça ça c'est très bizarre, mais il avait demandé à ce qu'il y ait des pubs pour son film tout le long de chez lui de Neuilly à son bureau aux Champs-Élysées, quoi. Ce qui est quand même le truc le plus fou que tu. Ah putain. Ah, Marcel il avait quand même un peu plus la classe que Serge. En même temps, c'est pas trop dur non plus. Hein. Ouais, je crois que Serge, il a oublié quand même que son père a été sauvé par les communistes. Hein. Moins la classe que Serge Dassault, faut le faire quand même. Hein. Alors, écoute, on remercie Samuel pour son excellente liste. Oui, merci, oui, très bonnes idées. On va se terminer sur une liste qui s'appelle Sous le signe des grands héros, voire héroïnes. Ah. Qui nous est envoyée par Amo Bandrac. Eh ben, merci Amo Bandrac, tu m'as dit Damo ou non ? Damien, ok. Merci Damien, Amo. Eh bien, merci. Et alors, son premier film de la liste, comme ça me prend un peu maintenant. Déjà, on est long pour un premier. C'est Moonraker, qu'on a vu. Ah bah oui, voilà. Faut-il le rappeler, Moonraker est entre Le Viager et Dark Star. Et son deuxième film, c'est Le Château de Cagliostro. Ah bah oui, alors, forcément. Le Château de Cagliostro, il est sorti dans les années 70 au Japon, mais genre à la toute fin des années 70, genre à 2 jours près, il est plus valable, mais enfin quelques semaines quoi. Mais le problème, c'est que en France, il est sorti super plus tard en cassette vidéo, il est sorti dans des vidéos tronquées où il manquait des minutes, où le héros s'appelait Wolf, il y en a eu plein de versions différentes. Et il faut le repréciser, c'est l'adaptation en long métrage de Edgar, le détective cambrioleur, ouais, qui s'appelle Lupin en japonais. Ouais, Lupin, ouais, tout à fait. Lupin Sensei, Lupin 3e. Et pour des raisons de droit, il n'avait pas le droit de s'appeler Lupin en France, puisque des ayants droit, ils ont fait Nope. Forcément. Donc il s'appelait Edgar en France. Et c'est un film réalisé surtout par Hayao Miyazaki, c'est son premier long métrage. Connais pas non plus. C'est que ça marchera pas pour tout. Oui, au bout d'un moment, il va falloir que je trouve autre chose. Et alors, donc, est-ce que tu l'as vu d'abord ? Oui, j'ai vu Cagliostro, ouais. Mais c'est un film que j'adore. J'adore Cagliostro. C'est peut-être un de mes Miyazaki préférés. C'est l'avant Studio Ghibli.
c'est Hayao Miyazaki, il a eu les droits donc de faire Lupin Sensei, Lupin 3e. Il en a fait quelque chose de très personnel, un héros très différent. Alors si tu as déjà vu la série Edgar? Oui, j'avais déjà vu, mais alors je t'avoue que la série, bizarrement la série était diffusée, je crois que la série était diffusée en France avant que le film sorte, il me semble. Sur France 3. Ouais, mais tu vois l'anachronisme total. Oui, c'est... Et moi du coup j'avais vu la série assez jeune, et le film je l'ai vu bien plus tard en fait, et du coup la série j'ai jamais revu, donc je suis incapable d'avoir des souvenirs précis sur le décalage. Le perso est très différent parce que dans la série, il est beaucoup plus proche de Cobra. Il est roublard, c'est évidemment un voleur, mais il est sans foi ni loi. Il essaye de baiser, de tirer son coup tout le temps, quoi, littéralement. C'est un anti-héros type, comme le Japon savait les faire. Et dans le film de Miyazaki, il est beaucoup plus moral. C'est un personnage beaucoup plus posé. Et les fans de Lupin Sensei de Edgar, en général, disent que ce film est un peu loupé parce que c'est une version très personnelle du personnage offerte par Miyazaki. C'est une variation du personnage en fait. Ouais. Et l'auteur Monkey Punch d'ailleurs a dit j'adore ce film, c'est pas mon personnage, quoi. Et donc Miyazaki lui se défendra en disant c'est un personnage dans la même c'est le même personnage, c'est juste une autre période de sa vie. Ce qui peut se voir tout à fait comme point de vue. Hein, ils partent. C'était quoi déjà l'histoire? C'était farfelu. Ils partent à la recherche d'un truc de faux monnayeur dans une principauté de Cagliostro, qui est vraiment une métaphore, genre c'est vraiment Monaco, quoi. C'est Monaco, oui. Genre on a compris. Ouais. Et en fait, il découvre que il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle une princesse, et il veut la sauver du méchant Cagliostro pour trouver un fameux trésor. Oui, voilà, ouais, c'est grosso merdo, c'est ça, quoi. C'est plus ou moins ça, ouais. Et s'ensuit des aventures et beaucoup de courses-poursuites. Alors, en Fiat 500 notamment, hein, n'oublions pas la Fiat 500 jaune. Ouais, la Fiat 500 jaune qui est l'une des icônes de ce film, quoi. Et ouais, c'est un film génial. C'est vraiment, je vous engage. En fait, il est sorti en DVD il y a pas si longtemps. Je vous engage à le regarder si vous l'avez pas fait. C'est un de mes Miyazaki préférés parce que c'est celui qui est vraiment sans pression, quoi. Il y a vraiment juste une histoire d'un voleur, et il y a des scènes d'action, mais il y a des scènes de course-poursuite et d'action qui sont extraordinaires. Et pour l'avoir vécu en salle, il y a la séquence où il regarde à quelle distance se trouvent les tours du château de Cagliostro, et c'est une distance débile, quoi. C'est genre 60 mètres, et il les saute genre en faisant un triple saut. Et je peux te le dire, pour l'avoir vécu en salle, genre tout le monde, la salle s'est soulevée quand il réussit son saut. Et c'est vraiment, c'est un film jubilatoire. J'adore ce film. Ouais, et moi j'ai quand même un petit problème avec ce film. Attention, je ne t'entends plus. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que c'est un film qui est un peu inconstant, en fait. Il y a des moments que je trouve un petit peu plus mous que d'autres. Alors, en fait. Les moments plus mous, je les adore. Les moments où ils sont en face du feu et c'est de la bromance pure. Au Goemon, Jigen et je connais plus les noms français, mais Goemon, Jigen et Lupin sont tous les trois. C'est vraiment une scène iconique de la Japanime. Tu sais, souvent on parle de ces shots vraiment luxueux qui peuplent l'imaginaire japonais. L'imaginaire de ces trois mecs devant le feu avec la voiture en fond. C'est vraiment un truc, c'est une des images d'Épinal les plus connues de l'animation japonaise. Et c'est ça aussi que j'aime dans Miyazaki, c'est son moment, c'est qu'il fait des super séquences d'action, des courses-poursuites extraordinaires qui défient complètement la verticalité et la pesanteur. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en même temps, il ménage des purs moments de mélancolie et de... Ouais, il ménage ces moments, et ça se sent par exemple dans Chihiro. Ouais, mais alors justement, tout d'un coup c'est des courses-poursuites, et à un moment l'action se pose, et j'adore les moments où l'action se pose. Mais je trouve ça encore à l'aspect un peu prototypal, en fait. Par rapport à ce qu'il fera par la suite. Je trouve ça complètement. Je peux pas te nier que Chihiro est objectivement un film meilleur. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Mais j'adore quand ça se passe dans ce film-là, je trouve ça génial. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sens, enfin, en tant que spectateur, il y a des moments, tu dis, c'est vrai, c'est un film, honnêtement, je pense qu'il aurait pu être raccourci un petit peu, ou changer un peu différemment. Enfin, il y a des moments où ça
ça fait un peu trop, quoi. Il y a pas cet équilibre, justement. Enfin, c'est son premier long métrage. Oui, bien sûr, c'est son premier long métrage, mais ça n'empêche, c'est pas parce que c'est un premier long métrage qu'on peut pas en escompter les défauts. Ouais, bien sûr, mais si tu veux dire qu'il est prototypal par rapport aux 10 films qu'il a fait dans sa carrière, oui, c'est clair. Non, voilà, mais mais même sans avoir fait, je trouve voilà, c'est prototypal parce qu'après on a vu que finalement c'était un style qu'il avait développé et maîtrisé par la suite, mais même tu sens qu'en tant que film lui-même, tout est pas complètement en place non plus en fait. Voilà, pour moi il a un petit problème de rythme à 2-3 moments qui fait que ça reste un bon film, mais ça reste pas un film que, par exemple, c'est un film que je ne reverrai pas de façon genre tu me dis on met Cagliostro, je pense que tu peux le montrer à tes gamins sans oui, aucun problème. ça c'est pas un souci, mais tu sais, les gamins ça a pas de goût, les gamins, on leur montre n'importe quoi, ils acceptent, hein, c'est bête un enfant. Putain, mais tes enfants sont fans de Last Action Hero question. Non mais voilà, c'est un film qui mérite de se voir, mais à mon sens, c'est tu vois, même de point de vue de l'animation japonaise ou quoi que ce soit, je l'ai peut-être même pas dans mon top 20, tu vois. Moi, il est très très haut chez moi. Et il y a un truc que j'adore aussi, c'est quelque chose qu'on verra moins dans son cinéma après, c'est qu'il est un peu manichéen. C'est-à-dire, il y a vraiment un méchant. Oui. Alors que d'habitude, dans les Miyazaki, ouais. il y a à un moment, c'est le lâcher prise des méchants. Il y a plus de méchants. Kiki, c'est bon, c'est fini. Il y a plus d'antagonistes. Mais dans les Miyazaki où il y a un vraiment méchant, je préfère le Château dans le ciel, tu vois. Personnellement. Château dans le ciel, c'est un des rares aussi où t'as un vrai méchant, où t'as un vrai antagoniste. Ouais, j'adore le Château dans le ciel aussi. Et qu'il reste jusqu'à la fin. Oui, mais le Château dans le ciel, c'est vraiment le style Miyazaki est déjà formé là. Ah oui, mais c'est. Ouais. Écoute, moi je le vois quand même très très haut. Moi je le mets 4e de la liste. Écoute, je t'ai déjà donné mon nom et personne, qui est à mon sens beaucoup trop haut déjà, donc je t'inviterai à redescendre Cagliostro. Tu vois, il faut savoir donner. Alors, donne-moi une fourchette entre quel film et quel film. Je sais pas, moi je le mettrais. Je mettrais déjà sous le convoi de la peur. Parce que quand même, le convoi de la peur, c'est le convoi de la peur. Et puis. Allez. Je te le descends que d'un seul finalement, tu vois. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. C'est de la négociation déjà. Et c'est vrai que. Je l'avoue, Fondant et personne est abusivement, je te l'accorde. Ah non, mais ça, c'est. Est-ce que je l'ai pas dit en début d'émission? Est-ce que je l'ai pas dit? Ouais, mais par contre, je pense que si tu me remets le Mon nom et personne maintenant en cassette, je vais. Putain, mon nom et personne est au-dessus du château de Cagliostro. Voilà, ça te fera les pieds. Merde, et c'est ta faute. On peut encore enregistrer un petit patch pour dire mon nom et personne. Je le mets juste au-dessus de la bataille des batailles des singes. Personne ne remarquera encore. C'est ça. Ils diront que du feu. Ouais, mais en même temps, j'adore mon nom et personne. Voilà. Et puis, le simple fait que j'ai cette musique dans la tête toute ma vie, le justifie presque. Bon, allez, et dernier film de la journée de cet épisode. Qui devait être un épisode court, hein, je dois le rappeler. Ouais, bon, il est un peu court quand même, un peu plus. Oh, putain, non. Il est pas court du tout. J'ai de voir, putain, ça va me faire plus de boulot. Alors écoute, prépare-toi. C'est Lady Oscar, le film de Jacques Demy. Le film de Jacques Demy, oui. Tu l'as vu? Oui, et je dois avouer... Alors... je sens comment dire à ton rire que tu devines déjà mon avis sur ce film. Allez, lance-toi. Je déteste ce film. Voilà. Alors, juste pour situer, est-ce que tu connais la série télé? Est-ce que tu l'aimes? Oui, malheureusement, et je déteste la série télé. Voilà. C'est vrai. Ouais. La série télé, je la trouve super belle. Moi, j'ai jamais aimé Lady Oscar. C'est un truc qui, genre, ça me passe. Ah putain, mais moi, je suis amoureux de Shingo Araki, de son style, et le style Shingo Araki Michimeno, pour moi, c'est deux des plus grands animateurs d'animation japonaise. Non, mais moi, c'est ce qu'on a revu sur Sensei, hein, notre. Ouais, mais moi, j'aimais, déjà graphiquement, j'aimais pas la direction artistique, j'aimais pas les histoires, j'aimais pas les personnages, je détestais tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, et là, il faut le dire, c'est adapté d'un manga. Alors, avant la série télé, c'est adapté d'un manga. Qui s'appelle Versailles Nobara, la rose de Versailles, un manga de Ryoko Ikeda. Et là, c'est littéralement l'éditeur qui a appelé, qui
qui a appelé l'Occident. Il a dit, on voudrait faire un film basé sur notre manga. Et là, ils se sont dit, il nous faudrait bien un français parce que ça serait pratique pour avoir les autorisations pour tourner à Versailles. Oui, voilà, et puis je pense que t'as effectivement, c'est un peu le fantasme des créateurs de l'idée Oscar, le fantasme d'une certaine idée de la France aussi. Enfin, tu vois, c'est aussi ça qui en font. Et c'est peut-être aussi ça qui m'énervait, je pense, dans la série, même quand j'étais petit. C'est cette idée de la France, je sais pas, je trouvais ça tellement bizarre. Et ils sont allés quand même chercher Jacques Demy, qui c'est les mecs des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort. Enfin voilà, c'était. Et c'est une commande, hein, c'est vraiment une commande. D'ailleurs, ça se sent. Enfin, ça sent que c'est pas non plus un Jacques Demy movie jusqu'au bout, quoi. Alors, je vais pas me lancer sur un débat à Jacques Demy maintenant, parce qu'il est tard et que de toute façon Jacques Demy on en parle dans les années 60. Voilà. Oui, voilà. Hop, allez, merci de m'avoir sauvé. T'as vu ça? Mais surtout, c'est un film d'un horrible mauvais goût. Ah oui, non mais c'est. Alors, c'est un film, il faut le voir pour le croire, c'est risible. C'est c'est. Je crois que nos camarades de Netherland ont fait une fiche dessus. Et si vous voulez voir, allez voir, c'est d'un niveau, putain, mais oh là là, c'est d'une nullité. Ah, voilà. Est-ce que toi tu veux ajouter quelque chose? Ah non, mais c'est nul. Enfin, comme dit, moi j'aimais pas déjà la direction artistique du dessin animé, mais là le problème c'est que les mecs ils se disent on va essayer de refaire pareil. Et en fait, le dessin animé est tellement stylisé parce que c'est excessivement chargé, etc. Et tu retrouves un peu ça dans le film. Et jamais t'y crois. Et puis Demy, moi j'aimais bien quand il était dans les années 60 parce que t'avais tu sais, les années 60 t'avais un côté pop acidulé, machin, et là il est tellement en décalage et il sait plus faire et ça. Enfin, je préfère les clips de Mylène Farmer, c'est genre 10 fois mieux, quoi. Non, mais c'est ça. Mais non, putain, tu peux pas dire. Mais si, bien sûr que je peux le dire, bien sûr. Genre, je pensais pas qu'on arriverait à ce point-là. Le film Lady Oscar. Parce que je t'imaginais pas dire un jour la phrase, je préfère les clips de Mylène Farmer. Le film Lady Oscar de Jacques Demy, c'est un sous-clip de Mylène Farmer. Vraiment. Ouais, je pense aussi. Et t'as même pas le côté kinky de Mylène Farmer dans ses vertes années. Enfin, non, c'est nul. C'est irregardable. C'est moche. Alors qu'en plus, cette idée justement de la femme qui gravit les échelons dans un monde d'hommes, pourquoi pas? Il y avait un truc à faire. Qui se fait passer pour et qui doit se faire passer pour un homme pour y arriver, parce que c'est la seule façon pour elle d'y accéder. Il y a un truc intéressant, mais tout est lamentable. Enfin, j'aime pas ce qu'il y a à sauver dans ce truc là en fait. Honnêtement je sais pas. Écoute, c'est un film nanardeux. C'est un film, enfin c'est grotesque. Oui, c'est grotesque. C'est grotesque. L'histoire tu n'y crois pas. Et les acteurs tu n'y crois pas, les décors tu n'y crois pas. Écoute, Jacques Demy a touché son chèque. Oui voilà, il était content. Voilà, c'est. Et nous ne fustigerons pas plus un honnête fonctionnaire qui n'a fait que ce qu'on lui demandait. Alors la question est, où est-ce qu'on va le mettre? Alors, je pense que déjà on va le mettre sous Dirty Harry, hein, ça c'est acquis. Ça c'est sûr. Et alors honnêtement, je préfère regarder la bataille de la planète des singes. Ok, d'accord. Parce que... je lutte pas. Alors, les aventures de c'était quoi déjà? Oscar François de Jar Jarès. Ouais, c'est ça. Ouais, Lady Oscar de Jacques Demy devient le plus mauvais film des années 70. Et non mais je sais pas si tu te rends compte, c'est l'épisode où il y a eu le plus de luttes pour la première place et où la dernière place a foutu le camp le plus vite possible. Enfin c'est l'épisode de tous les bouleversements, quoi. Ah bah là on peut pas faire mieux. Bon écoute, petit résumé. Premier Dirty Harry. Deuxième L'homme de haute plaine. Troisième Drunken Master. Quatrième Mon nom est personne. Cinquième, le convoi de la peur. Sixième, le château de Cagliostro. Septième, les Chinois à Paris. Huitième, Solaris. Neuvième, French Connection. Et dixième, la Combe Lucien. Mais je pense qu'on peut même faire tous, allez. 11e, Viager. 12e, Moonraker. 13e, Dark Star. 14e, Star Trek, le film. 15e, Nouvel amour de Coccinelle. 16e, La bataille de la planète des singes. Et 17e, et donc plus mauvais film des années 70, Lady Oscar. Je pensais pas qu'on finirait sur une note aussi positive. Oui, et en plus, Oscar. Et en plus, quel grand choix d'avoir choisi ça. Genre, moi, j'avais complètement oublié cette croûte, quoi. Merci de l'avoir déterré, quoi. Merci. On remercie Amo pour sa liste. Ah oui, merci beaucoup.
Et putain, pour battre le Oscar, ça va être chaud. Ouais, là, putain, c'est... Et je pensais pas que on le battrait si vite, quoi. Oui, moi non plus. Ouais. Je pensais qu'il allait durer encore très longtemps. C'est ça la nostalgie. Tu dis, ouais, les années 70, c'est les grandes années du cinéma et tout. Puis d'un seul coup, Lady Oscar de Jacques Denis. Eh ouais. Bah, désolé, Jacques. Bon, bah, écoute, je pense que là, on est bon pour la fin. Écoute, c'est le moment de nous faire une petite reco. Tout à fait. Voilà. Et ben écoute, moi pour la recommandation, j'ai décidé de parler du Pierre Tchernia 3.0, qui est Karim Debache dans Chroma. Donc je pense que j'apprends rien à personne. Hein. À mon avis, tout le monde qui nous écoute suit Chroma, et s'ils ne le font pas, faut qu'ils le fassent. Déjà, le public de Chroma ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont un tout petit peu plus nombreux que nous. Hein, on va pas se mentir. C'est quand même les seuls mecs qui arrivent à nous faire aller tous sur Dailymotion. Chroma, c'est Dailymotion, c'est le pire player de toute l'histoire de l'interweb. Mais comme ils sont exclusifs là-bas, et ben c'est eux on y qui va. ont aussi Gaijin Dash. Oui. C'est vrai. Je peux te dire qu'il faut aimer. Faut vraiment aimer. Et donc Chroma, qu'est-ce que c'est ? C'est une série centrée sur le cinéma où c'est-à-dire qu'il y a deux parties, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'il y a une partie chronique, c'est-à-dire qu'à chaque fois il prend un film, et généralement il prend pas des super classiques, il prend pas des films, enfin genre le premier épisode de Chroma c'est sur Troll 2, je sais pas si t'as vu Troll 2, moi je sais que c'est un film que j'adore, hein, avec Prodigy, on se faisait des soirées Troll 2 tous les deux, enfin c'est voilà, il prend des films soit mal aimés, soit bizarroïdes, et il t'en fait des analyses. Je crois que le dernier épisode, il a parlé d'un de nos films culte, voilà, qui est Piège à Hong Kong. Exactement, et c'est pour ça que qui est très bien classé dans notre top des années 90. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'il y a une espèce de correspondance avec nous, c'est qu'effectivement, le dernier en date, il parle de Piège à Hong Kong, de Tsui Hark, et il dit plus ou moins ce qu'on dit, sauf que c'est beaucoup mieux argumenté, parce que lui, il a préparé son sujet, contrairement à nous. Et puis il a les extraits, il a les extraits, et voilà. Et ce qui est génial dans Chroma, c'est que c'est un type, pour le coup, moi je le connais un peu, enfin, pour la petite histoire, j'ai fait une partie de mes études de cinéma avec Karim Debache, donc je le connaissais de l'époque, et c'est un type qui aime beaucoup le cinéma, et qui surtout sait en parler, c'est-à-dire que contrairement à certains youtubeurs cinéma que je ne citerai pas, il connaît les termes techniques, il sait à quoi ça correspond, il sait les utiliser, et surtout il sait les utiliser dans le cadre de l'analyse, et surtout c'est une analyse qui va jamais t'imposer, va jamais te dire moi ce que je dis c'est bien, ferme ta gueule, enfin voilà, il y a un côté très respectueux de l'audimat, il cherche juste à démontrer certaines choses, soit faire voir les films sous un angle que lui trouve intéressant, etc. Enfin voilà, t'as une vraie recherche d'analyse dans des films qui sont, parfois il dit c'est des grosses merdes, mais il y a tel point qui m'intéresse et il va le développer. Et ça c'est super. Et c'est un truc sur lequel on se retrouve. Voilà. Nous, et ça c'est super passionnant, parce que honnêtement c'est super bien fait. C'est pareil, contrairement à d'autres, il a une diction qui est vraiment agréable. Il y a un souci d'écriture qui est excellent, vraiment c'est super bien écrit, c'est super bien réalisé, il y a tout un côté mise en scène qui est vraiment super bien fait, et à côté de ça t'as une partie chronique, et puis t'as surtout un espèce de scénario qui se dessine entre les épisodes, avec des histoires de mondes parallèles. Alors au début tu crois que c'est juste des sketchs, mais en fait quand tu regardes tous les épisodes, surtout quand tu les regardes rétrospectivement, tu te rends compte que il construit une vraie narration au fil des épisodes. Alors on sait pas bien où est-ce que ça va aller, mais il y a un côté vraiment à double, voire même triple fond, triple tiroir, et quand t'emboîtes les trucs tu dis ah ouais, puis ça a du sens, etc. Enfin voilà, c'est réfléchi à tous les niveaux, de l'écriture, du jeu, de la mise en scène, du choix des extraits, de la pertinence. Enfin c'est voilà, pour moi c'est vraiment l'émission cinéma absolue actuellement, c'est Chroma, et si vous connaissez pas encore, ce dont je doute, mais bon, on sait jamais, jetez-vous dessus. Eh ben écoute, c'est bien recommandé. Moi, écoute, je vais faire une recommandation bourgeoise, puisque je vais recommander un jeu. Alors, c'est un truc que j'ai pas acheté. Je vais le squatter chez les gens qui l'ont. Je recommande Rez, le jeu de Tetsuya Mizoguchi, qui est sorti sur PS4 et qui est uniquement... qui est ressorti, du coup. Qui est ressorti, et tu peux y jouer en version normale, ou tu peux y jouer, c'est l'argument de vente, en PlayStation VR, qui est leur casque VR. Alors, moi, les casques VR, c'est pas méga ma cam. Moi, je suis peut-être un mec à l'ancienne. Moi, il me faut une manette et une télé. Enfin, tu vois, il faut le confort console. Mais je pense quand même que ça, c'est un jeu qui utilise pleinement le format pour lequel il a été développé, c'est-à-dire le casque VR. Oui, parce qu'il faut dire que Rez, c'est un rail shooter, en fait. Ouais, donc, c'est un rail shooter en 3D. Et psychédélique, voilà. Psychédélique et esthétisant. C'est-à-dire vraiment, a priori, ça a été fait en hommage à Kandinsky, donc l'abstraction lyrique. Mais bon,
en vrai, il y a les musiques, c'est Kenichi et de la super techno. Oui, c'est ça, trance, c'est de la techno, des lumières qui fusent. Enfin, t'as un côté, t'as un côté sur la sensation en fait, plus que sur le figuré, quoi. Ouais, et si tu es épileptique ou susceptible de l'être ou que tu te sens pas bien, ce n'est pas le bon jeu pour toi. Oui, c'est clair. Et même sans casque, c'est pas la peine. Oui, c'est clair, ouais. Faut pas avoir peur, ouais. Mais là, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est que le jeu transcende complètement l'outil pour lequel il a été développé. Et il y a une fameuse ARAX qui est un nouveau niveau qui a été développé exprès, qui est vraiment une des sensations les plus incroyables que j'ai eues cette année en termes de jeux vidéo. Tu vis un truc extraordinaire que je ne peux pas décrire et que même une vidéo sur YouTube te déclarera pas, quoi. Oui, parce qu'il faut être en plein dedans, il faut bouger sa tête, il faut ressentir le truc. Et je pense que c'est la meilleure expérience VR que j'ai jamais eue. Et je trouve ça assez positif que ça arrive aujourd'hui en 2016 pour un jeu qui est sorti d'abord sur Dreamcast en 2002 et en 2001 même au Japon, et qui s'est fait passablement bouder par la critique. La Dreamcast était déjà en voie de mort. La critique l'avait un peu savaté et n'avait pas compris exactement la portée, alors que pour moi c'est un des jeux les plus incroyables qui soit jamais sorti sur le GameCube. Qui soit sorti sur Dreamcast, mais ensuite il est ressorti sur Xbox. Il est sorti en HD, enfin tu vois, il y a eu plein de versions différentes. Et là, le jeu, il a presque pas changé, mais ce qui montre complètement l'actualité et la manière, le côté authentique de ce jeu, c'est que t'as pas beaucoup, il y a rien à toucher, il y a rien. Le jeu est resté tel quel, et c'est vraiment un grand jeu. Et je connais des gens qui ont littéralement choisi leur carrière de développer de jeux de vidéo parce qu'ils ont joué à ce jeu. C'est un jeu qui a littéralement changé la vie des gens qui ont joué. Et donc, si vous avez de l'occasion, si vous connaissez quelqu'un alors, je vous dis pas de l'acheter parce que putain, ça coûte cher. Ouais, ça coûte quand même une blinde, ouais. Plus un PSVR. Et mine de rien, le PSVR, j'ai testé, t'as pas mal de défauts de confort pur en fait. Aussi, genre au prix où c'est. Oh là, alors les autres c'est pire, hein. Je peux te dire que le PSVR c'est le plus confortable. Non mais genre le PSVR, moi je l'ai utilisé, j'avais de la buée sur les écrans à la fin, quoi. Ah ouais, mais bon, en plus toi tu fumes du front, toi, si je me souviens. Oui, mais par contre moi j'ai pas la gerbe quand je joue à ce genre de truc, tu vois. Alors, en parlant de gerbe, aujourd'hui j'ai joué à Arkham VR, enfin Batman Arkham VR. Je me le suis gardé pour un jour où je n'avais rien d'autre à faire parce que je me suis dit on sait jamais. Et alors, tu sais quoi, j'avais été un peu pris de gerboulis, et comme dit Rachida Dati. Et ouais, non, vraiment, genre, je me suis senti un peu mal parce qu'il faut bouger soi-même dans un espace. C'était un peu perturbant. Et surtout, il y a un problème, c'est que c'est très très mal écrit. Ça commence par Batman qui fait une autopsie sur son fils adoptif mort. Donc tu vois, moi genre un Batman comme ça m'intéresse pas vraiment. J'aime pas trop le personnage Arkham, ce qu'il est devenu dans le dernier Arkham Knight. Ah oui, moi je suis pas, enfin oui, autant j'avais adoré ce qu'ils avaient fait sur Arkham City et tout, mais je préfère le premier Arkham, ensuite Arkham City un peu moins, et puis là le dernier. Ouais, Arkham Knight. C'était plus la peine. Ils avaient plus rien à dire aussi, enfin. Ils avaient plus rien à dire et ils ont demandé à d'autres gens de l'écrire à la place des gens qui avaient écrit les premiers. Puis bon, voilà, effectivement. Donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est pas la peine de prendre Batman VR. Je me suis dit ouais, Batman et tout, et vraiment ce que tu fais dans le jeu est génial. Tu le fais pas longtemps parce que c'est une expérience. Mais par contre, c'est tellement mal écrit. C'est juste pour se réentendre un petit peu de Mark Hamill qui fait Joker. C'est un peu cher payé. Par contre, ouais, Res VR, allez-y. Désolé pour cette reco qui a duré un peu plus de temps que prévu. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va être habitué aux épisodes. Oui. On va se limiter. Je pense que je vais couper 15 minutes là-dedans. On vous remercie de votre fidélité. Bah oui, merci pour tout. Merci pour ces excellentes listes. Hein, Merci pour ces super listes. Et franchement, ce qui arrive, tu vas voir, c'est mortel. Il y a vraiment des listes extra. Vraiment, je me retiens de... J'en ai enlevé 2 là dans tout ce que j'avais prévu pour te dire qu'on a vraiment pas été rapide. On vous remercie aussi de mettre des points et des petites étoiles sur iTunes. On m'avait informé que les premiers épisodes avaient disparu d'iTunes, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant notre dénommé Quicks, notre grand Manitou de la technique a rectifié ça. Donc l'épisode 0 à 4 sont disponibles sur iTunes comme prévu. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet supercinébattle.fr. C'est là que vous pouvez retrouver cette liste, compris entre Dirty Harry et Lady Oscar. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et évidemment iTunes, et puis évidemment sur le compte Twitter officiel Super Ciné Battle.
Et sur Facebook aussi, n'oubliez pas de liker, parce qu'on écrit parfois aussi sur Facebook, puisque, je dois le dire, tu animes magnifiquement cette communauté. Oui, t'as vu ça, hein. Sur Twitter, tu es génial. Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver sur Internet? Et bah du coup, ou dans la réalité. Ou dans la réalité, bah écoute, dans la réalité dans ma classe, mais à ce moment-là les enfants il est l'heure d'aller dormir. Sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Sens Critique, sous le pseudonyme Plugin Papa, au détour de Gamecult de temps en temps, chez Third Edition, donc il y a Level Up Volume 4 qui est sorti, je l'ai reçu là aujourd'hui, il est tout beau, il est tout chaud, je vous ai écrit 2-3 mots dessus sur des jeux vidéo passionnants, forcément, parce que j'écris que sur des trucs passionnants, moi. Et puis voilà, et c'est déjà pas mal. Si tu veux, je mettrai un lien Amazon hein, pour l'acheter. Eh ben écoute, tu peux mettre. Est-ce que tu as des droits d'auteur? Je ne sais plus, honnêtement. Voilà, c'est pour te dire à quel point moi le business, ça fait 14, je sais même plus comment c'est. C'est pour ça que tu travailles sur ce c'est ça, je suis une bonne poire, hein, c'est comme ça. C'est bon, t'as dit ton nick Twitter, ouais, tout va bien? J'ai tout dit. Voilà, c'est bon. Et ben moi, c'est @Camille_Robotics. Vous pouvez me retrouver donc sur After Eight, où donc on a fait cet épisode spécial Tom Cruise, c'est vrai, tout à fait. Et puis donc les prochains épisodes d'After Eight. J'ai aussi écrit sur Gamecult, j'ai écrit le test de Persona, et d'autres choses que je mettrai sans doute en lien. Et l'actu pour moi, ça va être beaucoup de Final Fantasy XV. Ça, je peux vous le dire, beaucoup d'articles. Donc préparez-vous, ça va être la prochaine grosse actu. Merci encore de nous suivre, merci encore d'aimer écouter cette émission où on dit vraiment des... on se laisse aller parfois. C'est ça, on dit des trucs. on se laisse aller complètement. Donc merci encore de nous suivre et on vous dit à bientôt, à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao. Ciao à tous, merci. Je réfléchissais au film qui pourrait être le over the top des années 70. Et moi, j'ai pensé à un film de justement. C'est les... Oh, j'adore. Moi aussi, j'adore. Putain, mais moi aussi. Et alors que si tu regardes bien, c'est un film incroyablement machiste, incroyablement sexiste, incroyablement débile. Mais c'est quoi déjà la dernière scène de... Mais la dernière scène, c'est 10 minutes où il traverse... J'adore ce film. J'adore ce film. Et j'ai songé, je me suis dit, putain, c'est obligé, c'est le over the top des années 70. Ce film, il est tellement tout.